Comment je vous dirais bien ça? Ma prochaine invitée est d'une rigueur exemplaire et d'une très grande spontanéité. Elle défend l'importance et les bénéfices de la culture de manière passionnée et passionnante. C'est une journaliste engagée qui n'a pas froid aux yeux et qui porte cette quête avec beaucoup de détermination. Après cet épisode, vous ne verrez plus jamais de la culture de la même façon. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente l'audacieuse tête de cochon, Émilie Perrault. Bonne écoute! D'abord, merci beaucoup, Émilie Perrault, d'avoir accepté l'invitation de Tête de cochon. Je suis extrêmement contente de te recevoir ce matin. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'avoir trouvé un moment. Oui, dans ton horaire assez fou. Une des raisons pourquoi je souhaitais te recevoir, c'est d'abord parce que j'ai lu Service essentiel et comme je te disais dans mon courriel, j'ai comme été happée, là. C'est comme une vague d'espoir, de réflexion, puis je présume que c'était l'intention au départ, mais vraiment, je me suis dit, OK, il faut que je la rencontre pour... J'ai comme eu, à la fin de cette lecture-là, 1001 questions. Puis là, je me suis dit, je vais lui parler parce que... pas curieusement, mais ce que j'ai réalisé, c'est que t'as toute une tête de cochon. Parce que c'est toute une mission que tu t'es donnée. Fait que je trouvais ça trippant de pouvoir te recevoir, de pouvoir approfondir ça, puis de prendre le temps de parler de la culture. Je pense qu'on le fera jamais assez. Je suis tellement d'accord. On s'accorde un moment pour ça. Mais avant de plonger dans ce projet-là qui est venu me chercher, mais qui est venu chercher probablement la majorité des lecteurs, je veux qu'on reparte un peu plus du début. Parce que l'art, pour toi, est arrivé quand dans ta vie? C'est à quel moment que ça a commencé à prendre place dans ton univers? C'est dur à dire parce que je peux pas dire que j'ai une famille qui est très culturelle. On n'écoutait pas tant de musique à la maison, mais il y avait quand même, il y avait des sorties, en fait. Moi, je viens de Joliette. Il y a un endroit magnifique qui s'appelle l'amphithéâtre de la Naudière. Et je me rappelle d'être allée voir des spectacles quand j'étais petite, les colocs, par exemple. Donc, il y avait cet aspect-là. Ma mère a toujours été une abonnée au théâtre, donc j'ai vu ma mère très jeune, une fois par mois, aller au théâtre. Puis c'était plus au secondaire, quand j'ai pris option théâtre, justement, où là, je me suis mis à en faire. J'ai commencé à aller voir des pièces toute seule, tu sais, de mon plein gré. Puis là, c'est là où, tranquillement, j'ai l'impression que ça commençait à prendre forme. Mais, tu sais, pour moi, l'art, ça a tout le temps été plus un besoin d'en consommer que d'en faire. Tu sais, j'ai jamais eu l'appel de me dire, moi, je vais être une artiste. Tu sais, ça s'est jamais passé de cette façon-là. C'était vraiment comme plus du côté de, tu sais, j'ai, comme tout le monde, là, dans l'adolescence, j'ai écouté de la musique pour passer à travers mes peines d'amour, tu sais, ces choses-là. Puis, donc, tranquillement, c'est là où la décision s'est prise de dire, peut-être que je pourrais être journaliste culturelle. Mais en même temps, je te dis ça, mais dans ma tête, c'était inaccessible. C'était impossible. C'est comme, mon Dieu, c'est la job de rêve. On doit être 3 millions, puis ça pourra jamais m'arriver. Et, écoute, finalement, ça tout est possible, finalement. Mais, croyons mon rêve. Oui. Dans ton livre « Faire œuvre utile », je te lis un passage qui est venu me chercher parce que c'est fascinant. On dirait que ton instinct l'avait vu sans que tu t'en rendes compte au début. Ça dit « J'attendais impatiemment mes cours de théâtre pour une seule chose, voir les autres. Les idées m'emballent, je suis curieuse de découvrir ce qu'ils proposent à la fin de chaque cours. J'ai déjà fait mon choix de carrière sans le savoir. Je serai spectatrice professionnelle. » Ouais. Et ça, je trouve ça, c'est comme une citation, un bijou, vraiment. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu le savais intérieurement, mais tu savais pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'est avec le recul maintenant que je remarque cette affaire-là. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas consciente de ça. J'étais juste comme... C'est ça, j'étais heureuse, j'avais envie d'être là. Puis c'est sûr que je voyais des fois, tu sais, tout le monde veut le premier rôle, tout le monde veut être en avant. Puis moi, je suis comme, non, ça me tente pas tant, tu sais. Il y a comme cette affaire-là. Puis là, au début, je pense que quand t'es ado, tu te questionnes, tu te dis, je suis peut-être pas normale, j'aurais peut-être embarqué dans la compétition et tout ça. Puis là, c'est avec le recul maintenant que je fais, non, tu sais, c'était déjà ma nature qui parlait, de dire comme, non, moi, ce que j'aime, c'est les regarder. Puis c'est vrai que ça me rendait heureuse, puis je les trouvais bons. Puis donc, c'est vrai que c'est comme inconscient où déjà, ça se dessinait, cette affaire-là de spectatrice professionnelle. Puis tu prenais ta place comment dans le
dans ce cours-là où, justement, tu voulais pas être sous les projecteurs, mais je veux dire, t'as quand même étudié là-dedans au secondaire, tu sais. Oui, complètement. Mais tu sais, puis après ça, on s'entend, là, c'est une option secondaire, là. Oui. C'est pas comme, c'est pas le conservatoire, là. Mais j'avais, tu sais, c'était génial, là. J'étais entourée de gens expressifs, puis, tu sais, j'avais du plaisir quand même à faire mes choses, là. J'avais pas de trac à monter sur scène. Tu sais, on a fait des extraits de pièces de théâtre comme Les Voisins. J'avais du plaisir là-dedans et tout ça. Donc, tu sais, c'était vraiment de trouver ta place dans cette gang-là, mais j'avais pas de difficulté, là. Je me sentais pas à part. C'était vraiment juste, c'est ça, c'est cette impulsion-là de dire, c'est ça, j'aime ça, regarder les autres puis savourer leur travail. Mm-hmm. Puis tu disais un peu plus tôt, puis tu en parles dans un de tes livres, que le modèle de ta mère, en fait, qui prend un abonnement, qui va au théâtre, et que là, à 16 ans, avec une de tes amies, t'es comme, autonomie artistique, let's go, nous aussi, on le fait. Il y a comme, c'est-tu comme, t'avais le goût de prendre en charge ton destin, ou tu sais, comment tu l'illustres? Je sais pas, avec ça le recul. c'est ça, je trouve ça drôle encore, parce que comme on est en secondaire 5, on fait, OK, nous, on prend un abonnement au théâtre. Je pense qu'on sait ça, là, on se sentait adulte, là, tu sais, il y a le désir d'autonomie, puis bon, tu sais, ça reste à Joliette, là, on n'est pas comme, t'as pas accès nécessairement au TNM, mais bon, il y avait le Centre culturel de Joliette avec tu sais, pour vrai, une bonne programmation de théâtre. Et c'est ça. Donc, avec 2 amis, on paye nos billets, on est fiers de notre coup. Puis, vraiment, c'est là où, comme par hasard, en fait, j'ai vraiment été frappée par une œuvre qui est comme... Je pense que c'est ça, en fait, le concept de l'œuvre utile. Tu peux pas décider quand ça va arriver. T'es pas mieux... Faut pas que tu la cherches, parce que sinon, t'es pas à bonne place. Mais donc, moi, il y a Variation énigmatique qui a vraiment été... c'est une pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt avec Guy Nadon et Michel Rivard. Puis... c'est juste comme une espèce de moment d'épiphanie, là, de comme, wow, tu sais, je peux vivre ces émotions-là à travers une histoire. Tu sais, c'était vraiment... ce souvenir-là est resté vraiment marquant. Puis en même temps, après, il faut les entretenir aussi. Tu sais, c'est ça, je pense que des fois, je veux pas dire le problème, mais tu sais, ça arrive souvent qu'on va voir une œuvre qui nous fait triper, puis ben, le lendemain, 3 jours plus tard, on oublie, tu sais, puis c'est normal aussi, on va pas passer notre vie à faire... Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais en même temps, tu sais, à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, de la place que l'art avait dans ma vie, c'est là où je me suis questionnée en me disant, tu sais, quand moi, je me suis mis à demander aux autres, c'est quoi votre œuvre utile? Ben, il faut que tu te le fasses à toi aussi. Oui. Puis c'est intéressant, avec le recul, de faire, ben, il y a ça à tel moment qui est venu éveiller telle chose. Puis pour moi, c'est comme ce moment-là de l'autonomie, d'acheter mes billets, d'aller voir Variation énigmatique, c'est comme un moment assez charnière dans ma vie culturelle. Oui, puis c'est comme probablement un des points marquants, parce que là, à l'aube du cégep, t'en étais où dans tes raisonnements? En tout cas, tu savais que tu voulais pas t'en aller au conservatoire en théâtre, mais qu'il y avait un intérêt pour l'art. Puis finalement, t'as décidé d'aller en arts et technologies des médias. Et là, ça s'est placé comment sur ta route? Bien, en fait, c'est ça. C'est le cégep de Jonquière qui offre donc cette technique-là qui est... c'est le seul endroit au Québec. Si tu veux faire une technique, tu peux évidemment étudier à l'UQAM, mais si c'est une technique qui t'intéresse, c'est vraiment à Jonquière qu'il faut aller. Et c'est quand même loin de Joliette. Oui. Moi, j'avais entendu parler de ce programme-là parce que le grand frère d'une amie y était. Et c'est comme ça. Donc, j'ai fait mon inscription. J'ai été admise. Puis sincèrement, c'était la première fois que j'allais à Jonquière quand j'ai déménagé. Je pleurais un peu, là, comme au bout de... Puis, tu sais, on dirait que c'est le chum à ma mère qui conduisait, puis il a comme arrêté dans toutes les haltes routières de la route. Il me semble que ça nous a pris 7h30 se rendre là-bas, alors que, tu sais, après, quand je conduisais, je le faisais en 4h30. Là. C'est ça, là! Mais là, c'était vraiment, comme on dirait, c'était à l'infini, cet endroit. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Puis en fait, j'avais pas vraiment la réponse, tu sais. Il y avait 4 programmes à ce moment-là, puis c'est drôle. Moi, je me disais, peut-être je pourrais aller en publicité, parce que, comme je te dis, mon rêve, oui, c'était d'être journaliste culturelle, mais j'y croyais pas. Okay. Fait que, tu sais, je me disais, je vais trouver quelque chose de plus... travailler en publicité, ça sera peut-être ça. Puis c'est une fois là-bas où tranquillement, on touche un peu à tous les programmes, radio, pub, télé, puis journalisme. Mais à ce moment-là, le journalisme, c'était juste la presse écrite. Puis c'est ça, la radio a été le truc qui m'a allumée. Donc, j'ai pris cette direction-là. Puis j'ai donc fait mes 3 ans en radio. Mais j'ai pris une spécialité en journalisme vers la fin. C'est ça que je me demandais, parce que pour l'avoir fait aussi, puis pour m'être questionnée, il y a beaucoup... ça a évolué depuis que tu l'as fait, mais il y a quand même une notion entre le journalisme et la radio qui se côtoient, ça se flirte un peu, mais il y a beaucoup d'écriture au début de la technique par rapport au journalisme. Fait que ça veut dire que c'est ça, quand tu as choisi radio, tu as quand même eu l'option de développer le journalisme à travers ça, finalement. Là, tu sais, on tombe vraiment dans la technicalité. Oui. Moi, j'étais la dernière année du programme ancien.
Alors, tu sais, c'était vraiment... Il n'y avait pas d'équipement. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est que, tu sais, Jonquière a une méga réputation. Puis c'est vrai que c'est un endroit... Mais je pense que tu apprends beaucoup de l'autonomie. Tu sais, justement, le fait de partir loin de chez toi. Si tu choisis d'aller étudier à Jonquière, c'est que tu es quand même déjà un peu motivé dans la vie, là, parce que c'est pas vrai que c'est la ville de l'attrait, tu sais. Puis une fois qu'on était là, à ce moment-là, les capacités techniques étaient... Tu sais, on faisait de la mise en onde sur Winamp, là. On était vraiment loin de la réalité. Mais en même temps, je veux dire, il y avait quelque chose d'hyper formateur. Les profs qui étaient là aussi. Puis l'espèce d'esprit des lieux, je sais pas, il y a comme quelque chose dans cette formation-là. Donc, c'est ça. Alors... en radio, souvent, les gens qui allaient étudier en radio, c'était pour devenir animateur, comme à Énergie. C'est pas exactement mon énergie. Donc là, c'est là où, la dernière année, on peut faire un 6 mois de spécialisation en journalisme et c'est là où j'ai décidé d'aller. Puis je pense que c'était une excellente décision parce que ça m'a ouvert les portes d'abord du journalisme, puis éventuellement, ça m'a mené au journalisme culturel. Oui, puis la radio par la bande qui faisait quand même partie de ta formation, là, fait que c'était comme un beau tout. Qu'est-ce que... Avec ce recul-là, ces 3 années-là, comment ça t'a forgé? Parce que, veux pas, c'est un premier saut dans le vide, là. Vraiment. À 17 ans, tu commençais déjà à avoir ton autonomie, à acheter tes billets de théâtre, mais là, c'est un autre niveau, là. Vraiment. Ben oui, mais Jonquière, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette aventure-là. C'est que, tu sais, on est tous dans le même bateau. Tu sais, oui, il y a des gens qui viennent de Jonquière, mais majoritairement, les gens dans ce programme-là viennent d'un peu partout au Québec. Puis ils arrivent comme toi, ils n'ont pas d'amis, ils connaissent personne. Puis en même temps, à leur école, ils étaient tous un peu le plus extraverti de la gang. Fait que, il y a comme quelque chose de, OK, moi, ma place, ça va être où là-dedans, tu sais? Donc, oui, il y a comme quelque chose de confrontant, mais t'apprends énormément. J'ai rencontré des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Fait que ça c'est un grand plaisir. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est une espèce de quête d'autonomie. Puis après, d'essayer d'accumuler le plus de bagages. Puis moi, quand j'étais à Jonquière, j'en ai vraiment profité pour... Tu sais, avec mon coloc, le soir, on empruntait des caméras, on faisait des reportages juste pour nous, juste pour se pratiquer. Tu sais, il y avait comme cette espèce de... Je pense que j'ai découvert ce côté-là de dire, ben je vais pas attendre que quelqu'un me donne ma chance. Je vais essayer le plus possible, tu sais, de faire mes propres choses. Puis des fois, je suis comme, mon Dieu, si je réécoutais ces affaires-là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. J'en reparlais l'autre fois cette année-là. Je me rappelle d'un film de Kalsang Dolma, sais-tu ce qu'il reste de nous sur le peuple là, tibétain? En tout cas, elle était venue au ciné-club. Je pense que j'ai fait une entrevue de 40 minutes avec la pauvre fille qui accepte de faire comme un petit bout de truc pour une étudiante, puis moi, je feel pas the room, puis je prends du temps, puis tu sais, mais après ça, avec le recul, j'ai beaucoup de tendresse pour cette jeune étudiante qui avait juste vraiment envie de, c'est ça, de faire sa marque. Donc, je pense que c'est ça qui est resté un peu de Jonquière, c'est vraiment l'autonomie et c'est ça, de pas avoir peur c'est ça, de faire ma place. Puis c'est beaucoup aussi vraiment là, les professeurs, tu sais, je pense à Annie Maltais, qui était ma prof de journalisme radio. Oui, que j'ai eu aussi, mais qui est encore là. Puis Annie a été tellement importante. Puis tu sais, moi, j'avais eu un petit emploi pendant mes études. J'avais été engagée à Kik. Kik Classic Rock. Yes! Et là, comme j'avais cette opportunité-là, que pour moi, c'était comme l'affaire la plus haute au monde, là, j'avais dit à Annie, il faut absolument que tu me trouves un stage au Saguenay, parce que moi, il faut que je reste au Saguenay. J'ai une job déjà. Puis, tu sais, Annie était comme, Elle sentait que c'était pas la voie là, pour moi. Oui, puis, tu sais, elle a été vraiment géniale de justement pas m'écouter. Puis finalement, on m'a trouvé un stage à TQS à Trois-Rivières. Puis j'ai fait mon stage là-bas. Puis ça a été comme, tu sais, je sais pas quel aurait été mon chemin autrement, mais ça a vraiment été pour moi une super opportunité. Donc, c'est ça, tu sais, des personnes comme Annie Maltais. Je me rappelle aussi d'une prof, Sophie Beauparlant, qui était pas ma prof à moi, mais avec qui on avait un contact. Puis tous ces gens-là, tu sais, puis évidemment, là, je vais faire du vrai name dropping d'ATM, mais Henri Vieux, Katia Riverain, tu sais, c'était des monuments de culture qui... C'est ça, tu sais, juste de prendre l'habitude de lire ton devoir à tous les jours, tu sais, c'est vraiment des choses qui te suivent toute ta vie, puis je pense que j'ai pas encore tout à fait mesuré tout ce que je retiens de ces 3 ans-là. Oui, mais clairement, il y a vraiment du beau qui ressort de ça, et... encore, je le ramène à ça, mais le désir de faire sa marque et de pas attendre. Ouais. Puis ça, je pense que ça s'illustre aussi maintenant dans ta carrière. Fait qu'il y a comme ce désir-là de prendre les devants, de prendre l'initiative. Puis c'est fort, ça. Bien, je pense que oui, mais encore une fois, c'est jamais hyper conscient maintenant que je recule. Tu sais, il y a un truc en particulier, mon stage, justement. J'étais à TQS à Trois-Rivières, donc j'arrive là-bas, puis je me rends compte que
ils n'ont pas vraiment le temps. Je veux dire, comme je suis en observation, c'est super, tout le monde est gentil. Dany Côté, François Saint-Onge, tous les gens qui, si jamais ils écoutent, j'ai vraiment aimé mon stage à TQS. Là. Mais c'est juste, je vois bien là, que, eux, ils ont une job à faire. Là, puis, donc là, je suis en observation la première semaine, puis là, je fais, OK, ça va être ça pendant 5 semaines, juste de l'observation. Donc, je suis allée rencontrer le boss, puis je lui ai dit, écoute, est-ce que ce serait possible, dans le fond, que le soir, je reste quand les salles de montage seront libérées, puis que je fasse mon propre topo. Donc, toute la journée, je suis en parallèle de la journaliste. Elle écrit son reportage pendant ce temps-là. Moi, je fais le mien. Je regarde pas le sien. Le soir, je reste, je fais mon montage, puis le lendemain, on va comparer les 2 trucs. Puis il a fait comme, ben oui. Fait qu'il m'a donné le code du système d'alarme. Puis je restais le soir comme ça. Donc, pendant 5 semaines, à tous les jours, je créais un reportage, mais je savais pas ce que l'autre avait fait. Fait que c'est vraiment comme d'apprendre, de faire, OK, c'est quoi la bonne clip? Quand est-ce que tu le sais que tu tiens ton sujet, ces affaires-là? Donc, au bout de 5 semaines, ils m'avaient comme formé gratuitement, fait qu'ils m'ont engagée, tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Puis, ben c'est quand même, effectivement, c'est parti du fait que je pense que si j'étais restée sagement sur la banquette arrière à suivre le journaliste, à rien faire, ben ça aurait pas eu la même issue, mettons. Oui, ben c'est ça, mais il y a comme on dirait, c'est ton instinct qui parle, dans le sens que ben là, c'est bien beau observer, là, mais je peux-tu mettre les mains à la pâte? Là, je peux-tu faire quelque chose pour que mon temps ici serve à quelque chose, en fait? Puis ça, je pense que c'est encore présent, fait que c'est une force, là. Ben oui, fort probablement. Puis en même temps, tu sais, comme je te dis, je suis pas la plus extravertie. J'ai pas envie de... j'aime pas brûler les étapes, en fait. Tu sais, c'est vraiment... Il y a l'expression fake it till you make it, là. Moi, je suis pas bonne là-dedans. J'aime mieux, comme, quand je serai rendue là, je le ferai, mais ça me tente pas de faire semblant que je suis bonne en attendant. Donc, il y a tout ce... Puis ça m'a suivi par la suite, tu sais, quand j'ai travaillé avec Paul Arcand aussi, il y avait des étapes, puis on dirait que je me suis jamais dit ben là, il faudrait déjà que je sois rendue plus loin, tu sais, je vais prendre mon temps, puis quand je me sens prêt à proposer un nouveau projet, quand j'ai l'impression que, OK, là, faut que j'en fasse un peu plus, faut que je prenne les devants, ben je le fais à ce moment-là. Mais je pense que ça sert à rien, tu sais, de ruer dans les brancards puis de défoncer les portes. Moi, en tout cas, c'est pas ma façon de faire. Il y en a qui sont... je pense que dans le journalisme, ça sert vraiment les gens, là, de mettre le pied dans la porte puis de montrer que t'es un super newsgetter. C'est bien aussi, mais moi, ça n'a pas été ça mon chemin. Mais en même temps, il y a quand même, effectivement, toujours une petite partie de moi qui, à un moment donné, fait « Ah, OK, moi, je vais faire les choses différemment, puis je vais le faire à ma manière. » Mais c'est vraiment intéressant de voir ton point de vue parce que on dirait qu'aussi dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a comme ce désir-là de faire des sprints tout le temps, alors que c'est un marathon aussi, tellement. Une carrière, là, tu sais. Ah, mon Dieu, je dis toujours ça, c'est long, une carrière. Oui. Si on fait toute la même semaine, à un moment donné, il faut comme se le rappeler, tu sais, puis même à la radio aussi, c'est une expression que j'ai répétée souvent quand je faisais le show du matin avec Paul Arcand, tu sais, c'est un horaire tellement difficile sur le corps que c'était tout le temps ça, je me disais, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je ne peux pas aller voir 6 spectacles par semaine, ça ne sert à rien. Je vais être brûlée au mois de novembre, puis il faut que je me rende au mois de juin. Donc, non, c'est ça, là. Cette réflexion-là fait vraiment partie de moi, mais effectivement, je suis aussi consciente que c'est un peu à l'envers du discours, ou en tout cas de peut-être ce qu'on met sur un piédestal. Je pense qu'on glorifie beaucoup les gens qui sont très occupés. On glorifie beaucoup les gens qui font plein de choses en même temps. Puis je sais pas à quel point c'est vraiment la bonne chose à faire, tu sais. Ben oui, puis il y a aussi l'aspect de... On voit pas le derrière non plus. Tu sais, moi, des fois, j'en ai vu, j'ai eu des mentors extraordinaires, mais qui étaient un peu workaholic. Là, je suis comme, OK, ouais, mais c'est sûr qu'à quelque part, il y a une patte qui tombe. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui tombe entre les deux cracks parce que il reste quand même que 24 heures là, dans une journée. Fait que là, c'est tout ça quand même qui est à envisager. Mais ce que je me demande, c'est que quand tu as décidé de faire ton stage, est-ce que tu avais déjà une vision? T'avais-tu le désir d'aller à l'université? Est-ce que tu savais où tu t'en allais? C'était comme... Je savais pas. Il y avait plein de gens, justement, qui s'inscrivaient à l'université. Puis là, moi, je me disais, tu sais, si je vais à l'université, disons, communication... Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Dans le sens que, tu sais, c'est des super bons programmes, mais je pense que si j'étais allée à l'université, je me serais inscrite... En fait, je pense... Je m'étais inscrite à Concordia, mais dans un truc, une mineure en art, justement. Tu sais, en me disant, je vais aller me chercher une spécialité.
Et là, mais finalement, de fil en aiguille, j'ai 20 ans, j'ai un travail, fait que ben, tu continues. Puis j'ai pas fait d'université, finalement, tu sais, j'ai travaillé. Puis il y a quand même eu un moment où, au départ, j'étais journaliste au général. Puis donc là, je faisais du palais de justice, des accidents de la route, des trucs avec des pompiers. Puis tu sais, ça correspondait pas vraiment à ma personnalité. Justement, je pense que pour faire du fait divers, il faut vraiment que tu aies un esprit de... Tu sais, t'as pas peur de déranger. Puis moi, j'avais tout le temps l'impression de déranger tout le monde. J'étais pas bien, puis il y avait vraiment une dissonance cognitive. Puis donc, il y a vraiment un moment où j'ai juste fait, OK, ben j'arrête, puis je me suis inscrite à l'INIS en documentaire. Donc, c'est un programme de 6 mois. Puis, et finalement, c'est après ce moment-là que quand je suis retournée vers la salle de nouvelles, on m'a offert du journalisme culturel. Fait que, tu sais, c'est juste, les choses se sont placées, mais c'est ça. Au départ, c'était vraiment... C'est pas un choix conscient de dire je n'irai pas à l'université, c'est juste que la vie s'est présentée comme ça. Mais j'étais quand même très contente de faire le 6 mois en documentaire. Oui. Ça a été une super belle expérience. Donc, je me dis, tu sais, j'ai pas fait l'université, mais j'ai quand même fait l'INIS. Donc, tu sais, j'ai l'impression d'être allée un peu... Oui, mais c'est complémentaire. Ouais. T'es allé plus loin. Fait que de faire du généraliste au début, est-ce qu'en arrière, ouais, mais j'aimerais vraiment ça, faire du culturel, Ben là, oui. c'était tout le temps là, C'est finalement. ça, Là. tout le temps. Puis en plus, c'est qu'à TQS, à ce moment-là, il n'y avait pas de chronique culturelle parce que c'est Flash qui faisait office de... Donc moi, je travaillais à TQS à Trois-Rivières. J'ai commencé à faire des remplacements à TQS à Montréal. Ça se passait bien. Fait que, tu sais, je dis que j'aimais pas ça, mais j'étais quand même visiblement... quand même bonne parce que, tu sais, on m'a appelée à Montréal, je faisais des remplacements, les gens étaient contents. Et dès qu'il y avait un petit peu de culturel, je levais la main. Tu sais, ça, il y avait quand même ça. Ce qui m'a amenée à faire le spectacle de retraite de Jean-Pierre Ferland au... gros guillemets. En 2007, Jean-Pierre Ferland a pris sa retraite. Mais ce qui n'était pas une vraie retraite finalement. Mais bref, à ce moment-là, on pensait que c'était historique. Et c'était un samedi, donc Flash n'était pas en ondes à ce moment-là. Moi, je travaillais le week-end. Et là, ils ont dit, Émilie, toi, t'aimes ça le culturel, est-ce que tu veux le faire? J'ai comme, voyons. Donc, j'avais une entrevue en direct avec Jean-Pierre Ferland. Je tripais ma vie, puis j'avais déjà décidé à ce moment-là que je commençais mon programme en documentaire. Donc, c'était comme un de mes derniers week-ends là, de travail. Et c'est de cette façon-là, en fait, que 6 mois plus tard, quand j'ai fini mon cours en documentaire, la salle de nouvelles m'a rappelé, puis on dit... Le boss, vraiment, je vais toujours me rappeler, Réal Germain, a dit, je me rappelle... T'avais été bonne avec Jean-Pierre Ferland, t'aimerais-tu ça faire du journalisme culturel? On va essayer une chronique cet été. Fait que tu fais comme, voyons, tu sais, c'est l'appel tombé du ciel. Fait que je fais, oui. Donc, on a comme fait un test pendant un été d'ajouter une chronique culturelle. Puis là, finalement, à l'automne, ils ont décidé de continuer. Puis finalement, TQS a fermé. Fait que j'ai quand même pu le faire pendant 1 an, ce qui est un cycle très intéressant. Parce que quand tu fais toute une année, là, tu as couvert tous les festivals, tu as rencontré tous les attachés de presse. Et là, c'est là, de fil en aiguille, que j'ai pu me retrouver à faire des remplacements à TVA puis à Radio-Canada. Mais ça m'a comme permis cette année-là, avant que TQS ferme, de vraiment faire mes marques, de rencontrer les gens, de me pratiquer. Puis encore une fois, tu sais, j'avais 22 ans. Là. Il faut comme remettre toutes ces choses-là en perspective. T'es qui, tu sais? Puis mes boss, ils étaient très... il avait été très clair avec moi de dire, justement, tu sais, on te demande pas de faire de la critique, là. Tu sais, c'est pas toi qui vas aller dire, oui, vraiment, là, le spectacle, là, ça manquait de... Mais ce qu'on veut, c'est que tu nous fasses du journalisme culturel. Donc, parle-nous des spectacles en amont. Ou oui, tu peux évidemment faire un compte-rendu, mais on le sait... Donc, de ne pas avoir cette pression-là sur mes épaules faisait que j'ai juste pu prendre de l'expérience, voir plein de choses, puis à un certain moment donné, plus tu en vois, plus tu peux faire « Ah, OK, bon, ben là, par rapport à telle chose, puis là, c'est le bagage qui s'accumule, mais c'était génial que j'aie pas eu cette pression-là sur mes épaules en partant, tu sais. Ce qui est un grand privilège, en fait, parce que d'être en ondes maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile. Le chemin est compliqué aussi. Il faut comme que déjà que tu sois connu. Il y a comme... Fait, d'avoir eu ce tremplin-là, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que, par rapport justement à la vision du culturel dans les médias, puis ça t'en parles, tu l'as vécu un peu aussi à TQS, ils l'ont ramené. Puis même moi, dans mon travail, ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu. Puis quand j'ai lu ton livre, je me disais, ça serait tellement bon, là, de faire une table ronde. Puis là, mais il y a comme une espèce d'incompréhension ou, mais dans le fond, quand on va dire que les bienfaits sont là, qu'est-ce qu'on va dire après? Là, j'étais là. Mon Dieu.
Et que ça n'a pas fait, là. Ouais. Oui, mais je veux dire, le sport, on en parle. C'est un peu aussi, à travers ta mission, ce que tu essaies de défendre. Ouais. Puis je me disais, voyons, mais pourquoi on bloque là-dessus? Ouais. Alors que le large public pourrait tellement en bénéficier, là. Et en bénéficier, en fait, souvent déjà, mais de façon un peu inconsciente. Tu sais, je pense que c'est ça, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, les gens, tu sais, mettons, quand pendant 6 mois, t'es pas allé voir un vrai spectacle, puis que là, tu retournes dans une salle, puis ça te rentre dans le ventre, tu sais, là, tu fais « Ah, OK, oui, cette affaire-là, ça me fait vraiment vivre des émotions fortes, puis j'en ai besoin. » Mais c'est comme si le culturel, puis... donc, c'est ça, tu sais, quand TQS a fermé, là, déjà, ben ça fait comme une chroniqueuse de moins. Flash est plus là. Tu sais, Flash couvrait quand même large, beaucoup, là, dans l'actualité. Puis moi, la tendance que j'ai vue beaucoup, c'est comme, par exemple, à TVA, tu sais, la chroniqueuse culturelle, tout à coup, était là juste le mercredi, jeudi, vendredi. Des fois, pendant un bout de temps, à Radio-Canada, il y avait des journées où il n'y en avait pas. Puis là, t'es comme, OK, mais pourquoi les sports, c'est jamais sauté? Pourquoi la météo, c'est tout le temps là? Mais le culturel, ça va dépendre. Oh, on a trop d'actualité aujourd'hui. Il y a comme cette espèce... Là, je pense que c'est revenu. Il y a une stabilité un peu plus, mais... faut garder un peu... J'ai vraiment l'impression qu'il faut prendre soin de ce créneau-là, puis il faut le valoriser. Puis moi, c'est pour ça que longtemps, je me suis vraiment accrochée à mon titre de journaliste culturel. Je trouve ça vraiment important de dire ça. Là, je commence à slacker un peu en me disant, tu sais, ça va les étiquettes, tu peux vivre autre chose. Mais oui, c'est un peu comme c'est devenu une cause, on dirait, pour moi. Je trouve que c'est vraiment important, le travail de passeur. Tu sais, je pense que le travail des artistes, c'est important, mais des fois, ça prend quelqu'un qui te tient par la main puis qui dit « Hey, viens ici, viens découvrir telle chose, voici les clés pour accéder à telle affaire. » Puis en même temps, l'offre, elle est tellement vaste qu'il y a comme un travail de curation aussi à faire. Tu sais. Puis c'est ça, moi, je pense, le travail de journalisme culturel. Puis comment tu définirais la perception que les gens ont de la culture versus ce que c'est. Tu sais, parce que il y a comme... Je pense que ça fait partie aussi de notre histoire, l'espèce d'élitisme qui entoure la culture et ce que tu essaies de... Non, arrêtez de démocratiser. Ta vision de ça, c'est quoi? Parce que il y a comme... Il y a un mélange de... C'est ça, la perception versus ce que c'est vraiment, la place qu'elle occupe versus ce que ça pourrait réellement occuper. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est je pense dans notre vie de tous les jours, on n'est pas tout à fait conscient à quel point ça nous fait du bien. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience de juste faire... Parce que souvent, la culture va être associée au loisir. Donc, c'est évidemment pas l'affaire que tu mets en priorité dans ton agenda. Tu sais, comme tu fais ton agenda de la journée, je vais faire, je sais pas, le lunch pour les enfants, j'ai des courriels, faut que j'aille courir parce que j'ai besoin de prendre soin de moi, je vais voir des amis, ça me fait du bien. Mais après, est-ce que je vais aller au cinéma cette semaine? Si j'ai le temps, peut-être, tu sais. Mais en même temps, une fois que tu vas au cinéma, il y a des gens pour qui ça leur fait tellement de bien. Puis là, tu te dis, mais pourquoi tu le mets pas à ton agenda? Tu sais, pourquoi tu te fais pas, hey, ça, j'en ai besoin pour vrai. Et comme je me dis, il faut que j'aille courir à tous les jours, bien, peut-être que moi, aller au cinéma une fois par semaine, ça fait partie d'une saine habitude de vie que je devrais adopter. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette pensée-là dont on doit tous un peu prendre conscience. Puis, tu sais, là, je dis cinéma, c'est quand même un geste, mais ça peut vraiment juste de dire, tous les jours, je vais me prendre un moment pour écouter une playlist que j'aime. Je vais me lever le matin puis prendre 30 minutes juste pour lire quelque chose pour moi, pour me faire du bien. Mais je pense que ce chemin-là doit être fait d'éloigner ça, de dire c'est pas juste un loisir, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à prendre soin de moi. Tu sais, on dit un esprit sain dans un corps sain. Je pense que pour prendre soin de son esprit, ça passe à travers la culture. Et après, pour ce qui est de la vision de la culture qu'on a, peut-être qu'effectivement, il y a parfois un élitisme qui est vraiment très malheureux, je trouve. Puis que moi, je travaille très, très fort à ce qu'on se calme les nerfs, là, tu sais. C'est comme, c'est pas la fin du monde, puis faut arrêter de penser qu'on comprendra pas. Puis malheureusement, je pense que des fois, il y a des gens, on dirait, qui font exprès pour que ça reste hermétique, tu sais. Mais je veux dire, juste entrer dans un musée, là, dans le fond, là, c'est prendre une marche. C'est juste ça. C'est pas vrai que quand tu entres dans un musée, il faut que tu connaisses toutes les affaires de l'art. Puis c'est vrai que des fois, tu vas arriver devant une œuvre, tu vas dire, ben voyons, c'est donc bien simple, j'aurais été capable de le faire. OK, ben c'est pas grave, passe à une prochaine, tu sais. Puis peut-être qu'à force de revenir, tu vas comme
accrocher à cette œuvre-là puis faire « OK, mais dans le fond, pourquoi il a fait quelque chose d'aussi simple? Qu'est-ce qu'il voulait dire? » Tu sais, d'accepter ce côté-là, puis c'est correct des fois que des choses nous confrontent. Tu sais, il y a ça aussi, des fois, les gens, c'est comme... moi, tu sais, je dis tout le temps, l'art fait du bien. Oui, mais l'art nous confronte aussi, puis il faut l'accepter, cette affaire-là, puis il faut pas fuir les œuvres qu'on comprend pas nécessairement. Des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment dans notre vie, puis on y reviendra plus tard, puis il y aura peut-être quelque chose d'autre. Donc, je te dirais, c'est les deux fronts sur lesquels je milite. Oui, tu es très bonne d'ailleurs. Mais en termes de... Par rapport aux connaissances, justement, qui est un peu en lien avec l'élitisme, souvent, la réaction que je vais avoir quand tu vas proposer quelque chose, la personne va se sentir mal de ne pas le connaître, alors que chacun a sa niche aussi, chacun a son intérêt. Tu sais, tu pourrais me challenger sur les comédies musicales, je serais comme, oui, mais là, la musique classique, ben là, je marcherais plus sur des œufs, mais en même temps, le but, c'est d'échanger. Puis ça, je trouvais ça beau dans un des passages du livre où ça devrait être une dynamique de partage. Oui, vraiment. Quand tu demandes l'heure, t'es pas, hey, je m'excuse, je te demande l'heure. J'ai pas de monde. J'ai pas de monde, tu sais, mais c'est beau, ça. Oui, vraiment. Puis je sais pas pourquoi. Puis ça part tu sais, on le fait tous, là. Tu sais, même moi, là, tu sais, je me trouve souvent dans des conversations, puis là, ça parle d'un auteur, puis je le connais pas du tout, puis là, je suis comme, je suis journaliste culturelle, je devrais le connaître. Là, j'en parle pas trop. Puis après, je me dis, mais voyons, je dis aux autres de poser des questions, puis même moi, je le fais, mais je sais pas, c'est comme si ça vient qu'une honte, et je ne comprends pas d'où ça vient, parce que c'est impossible de tout connaître. Il y a juste trop d'affaires, puis effectivement, je pense qu'il faut être dans cette optique-là de dire, ben regarde, je connais pas ça, peux-tu m'en parler? Ça m'intéresse, c'est pas gênant. Puis c'est comme si on pense que la personne va nous juger si on ose le dire. Si la personne te juge, voici un bel exercice de débarrasse-toi de cette personne dans ta vie. Si tu viens de faire un beau ménage. Mais la plupart du temps, les gens sont juste contents de faire, tu connais pas ça, attends, je vais t'en parler, je vais t'amener là. Tu sais, je pense que effectivement, c'est vraiment le bon mot. Soyons dans une dynamique de partage plutôt que de se sentir mal, de se sentir pas assez. Mais tu sais, il y a beaucoup de travail à faire, là, vraiment. Là. Clairement. Puis tu sais, quand tu disais justement des fois qu'on va ressentir de la honte de pas connaître telle et telle personne, moi, la question que je me posais, c'est que vu que tu as un statut de journaliste culturel, est-ce que c'est déjà arrivé que, je sais pas moi, tu as vraiment le goût d'aller voir le dernier Marvel, mais tu te sens mal parce que les gens vont se dire, voyons, elle va voir ça, tu sais, c'est pas... tu sais, on dirait qu'on le ramène à l'inverse, là, que c'est trop populaire, alors que non, tu sais, ça cohabite ensemble. Bien, je suis de plus en plus shameless. Tu sais, mettons mon podcast sur Julie Masse. Oui. J'ai fait un podcast sur Julie Masse. Puis là, au début, les gens sont un peu comme, voyons, c'est quoi le rapport Julie Masse, tout ça. Puis là, tu sais, moi, j'ai vraiment fait l'enquête de ce podcast-là, c'est de dire comment cette fille-là, qui était au sommet de son succès, a fait, moi, ça m'intéresse plus, je m'en vais. Et qui a tenu parole, parce que, comme je disais, Jean-Pierre Ferland, par exemple, a dit qu'il s'en allait, puis la plupart des gens reviennent. Et Julie, elle n'est jamais revenue, puis moi, je trouve ça super intéressant. Mais évidemment, Julie Masse, c'est quétaine, c'est les années 90, c'était juste une interprète, elle n'écrivait pas ses chansons. Puis j'étais comme, je n'ai pas à être gênée de parler de ce sujet-là. Puis ça, je pense, ça m'a fait beaucoup de bien de passer à travers ce processus-là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, la semaine passée, vendredi, j'étais au show des Cowboys Fringants à l'amphithéâtre de la Nodière avec Monique Néron. Puis on était comme, on chantait nos vies. Puis c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, OK, il y a peut-être des gens en ce moment qui font, OK, elle connaît toutes les tunes des Cowboys Fringants. Là, mais regarde, j'ai l'âge que j'ai, tu sais. Je veux dire, moi, j'étais au cégep pendant break syndical. C'est mon ADN, les Cowboys Fringants. Je viens de Joliette, ils sont à Repentigny, ça fait partie de mon histoire. Fait qu'après, il y en a peut-être qui vont dire, c'est trop populaire. Bien, moi, je m'excuse, quand je vois 4000 personnes vibrer en même temps, là, c'est fort en maudit. Là. Fait que on n'a pas à être gêné de ça, mais oui, même moi, des fois, effectivement, ça peut me passer par la tête, mais j'essaie de plus en plus... Tu sais, je me rappelle, à Esprit Critique, ils nous avaient demandé « Envoyez-nous votre top 10 des meilleurs albums québécois de tous les temps. » Puis là, tu sais, évidemment, qu'est-ce que les gens font, tu sais? Daniel Blanger, bien évidemment, Jean Leloup, Carquois, tu sais, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme si je pouvais déjà le dire, le top qui est sorti, parce qu'évidemment, tout le monde va dire, puis on est d'accord, c'est effectivement des grands albums, mais moi, j'ai mis Marjo dedans, puis, tu sais, évidemment, elle n'a pas été retenue, je pense, tu sais, sur les 50 personnes, je vais être la seule qui a dit Marjo, son album de 1992, je pense que j'avais mis, puis j'étais super gênée. Je l'ai envoyé, puis j'étais comme, mon Dieu, quand ils vont recevoir ça, ils vont faire comme, mon Dieu, Émilie Perrault est tellement dans le champ, elle a mis Marjo dans les meilleurs albums. Mais en même temps, j'étais comme, pourquoi on reconnaîtrait pas l'importance de Marjo? Puis, tu sais, pour vrai, je te dis ça fait comme 4 ans, cet exercice-là. Puis là, je pense qu'en ce moment, il y a comme un revival où on assume notre Marjo. Mais à ce moment-là,
Puis en même temps, j'étais comme, non, mais je vais le faire quand même. Puis tu sais, c'était important pour moi que dans mon top 10, je voulais avoir 5 albums de femmes. Tu sais, j'étais comme... Oui. Parce qu'évidemment, dans le top 10, il n'y a aucun album de femmes, tu sais. C'est tout le temps ça, on glorifie tout le temps ce que les messieurs ont fait. Puis les filles, c'était sympathique, mais tu sais, c'est pas pour un top 10 quand même. C'est quand même pas le meilleur album québécois qui a été fait. Ben pourquoi pas, tu sais. Je veux dire, elle parle de sujets qui viennent nous chercher, elle chante dans notre langue, tu sais, elle a une énergie, c'est une interprète. Donc, mais je me rappelle vraiment qu'en le mettant, j'avais honte. J'étais gênée d'envoyer ma réponse. Puis, avec le recul, je suis comme, mais mon Dieu, pourquoi je me sentais comme ça? C'est quand même débile. C'est fascinant. C'est niaiseux, en fait. C'est comme, voyons, on peut-tu dire ce qu'on pense? Oui, oui. Puis en même temps, je veux dire, Marjo, on l'aime, puis elle est tellement tripante, puis elle a tellement encore de la fougue. Tu sais, pourquoi être gênée de ça? Mais c'est vraiment intéressant. Je voulais m'adresser aussi à la fervente défendresse de la culture, que j'ai vraiment appelé pas mon segment, mais tu sais, c'était vraiment... ou même l'amoureuse des arts, là, je cherchais une façon de te décrire. Puis l'écriture de services essentiels, en fait, est-ce qu'il y a eu un déclic? Y a-t-il un événement... disons qu'on repart à la base, là. Un événement où, là, tu prends vraiment conscience de l'importance de l'art, puis là, c'est comme une révélation. Tu fais, OK, il faut que je pousse plus loin. Mais, tu sais, la première étape, c'était faire œuvre utile, dans le fond. C'est ça. Quand j'ai écrit faire œuvre utile, puis que je me suis mis à récolter toutes ces histoires-là où des gens me racontent comment une œuvre a eu un impact puissant dans leur vie, bien, juste ça, déjà, t'es comme, oh, OK, c'est fort. Puis je me rendais compte, j'étais comme, hey, je pourrais faire œuvre utile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90. Tu sais, il y a vraiment, il y a du stock. Donc, il y a ça, comme, qui s'est passé. Puis là, après, bien, quand je me promène dans les bibliothèques, je présente le livre, bien, je reçois des histoires tout le temps. Tu sais, fait qu'il y a un moment où je fais, OK, ça, là... C'est vrai, là, tu sais. Donc, c'est comme si l'étape d'après, c'est de faire, OK, je le sais que l'art peut avoir cet impact-là dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Comment on l'utilise? Et pourquoi ça a cet impact-là? Fait que c'était vraiment... Service essentiel, c'était d'aller faire comme pourquoi puis comment. Puis après, comment est-ce qu'on peut... Tu sais, c'était un peu à la blague, là, mais c'était est-ce qu'on pourrait faire le guide alimentaire canadien, des doses de culture qu'on devrait avoir à tous les jours, là, tu sais. Puis ça... C'est utopique de penser comme ça. Là. Je peux pas dire qu'il faut que tu vois un spectacle de danse par jour. C'est pas le même que ça marche. Mais c'était un peu ça l'esprit au départ. Puis c'est pour ça que finalement, il y a des genres de prescriptions en me disant, bon, ben tu sais, peut-être que si les gens ont envie de se mettre au défi. Puis tu sais, il y a tellement de parallèles à faire avec le sport parce que, tu sais, quand tu te lances dans une remise en forme, bien souvent, les gens vont dire, bon, ben je vais essayer de courir un 5 km. Bien, mettons que tu essaies de te remettre en forme culturellement, c'est quoi la première étape? Tu sais, bien là, ça peut-tu être de dire, OK, bien, tous les jours, je vais lire un peu ou je me mets à l'agenda comme une fois par mois, je vais au théâtre. Mais tu sais, des fois, c'est juste de se donner des espèces de balises. C'est ça que j'ai essayé de faire, entre autres, avec les prescriptions dans Service essentiel. Mais c'était vraiment, c'est ça, une espèce de statement de dire, OK, là, il faut le nommer, cette affaire-là. Puis, tu sais, la vérité, c'est que je le cherchais, ce livre-là, puis il n'existait pas. Fait que là, je fais, bon, mais je vais l'écrire. Mais sinon, comme je le dis dans le prologue, c'est que moi, j'aime mieux lire qu'écrire, là. Encore là, je suis une meilleure lectrice qu'autrice, mais j'ai eu du plaisir à le faire, mais c'était quand même, c'est ça, c'était quand même une recherche assez ardue. Oui, mais c'est ça. Ça a été quoi les grands défis de cette écriture-là? Parce que c'est poussé, il y a de l'information, il y a, tu sais, les sources sont multiples, puis là, tu fais, OK, mais faut arrêter de nier, là. Mais il a fallu les trouver, ça. Oui, vraiment, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que justement, l'information, elle est là, tu sais. Fait que c'est la preuve que, donc, tu sais, le premier chapitre, c'est vraiment les preuves, là, tu sais, c'est très scientifique, mais, tu sais, il y avait une méta-étude de l'OMS, là, fait que, tu sais, je suis allée lire toutes ces affaires-là, mais après, c'est de le vulgariser, là, c'est un travail, puis, tu sais, je prétends pas, je pense pas que je suis la meilleure vulgarisatrice, puis il y aurait comme vraiment de la place pour faire d'autres livres sur le sujet, si vous êtes des vulgarisateurs scientifiques, s'il vous plaît. Mais, donc, c'est ça, c'était vraiment d'essayer de m'en tenir je me suis fait un carcan, donc, tu sais, je me suis dit, OK, je vais commencer avec les preuves scientifiques. Ensuite, je vais vraiment parler de tout l'aspect réticence, là, tout le côté qui est confrontant dans l'art. Je vais parler d'élitisme. Puis après ça, je suis allée un peu comme par ministère. Fait que, tu sais, je me dis, dans le fond, il faut sortir la culture de son ministère. Ça ne concerne pas juste les artistes, la culture. Donc, je vais parler d'économie, je vais parler d'éducation, je vais parler de politique à travers tout ça. Et là, finalement, il y a la famille aussi qui s'est ajoutée, où je me suis rendu compte que, dans le fond, même à l'intérieur de la famille, la culture avait un véritable rôle. Et je finis en parlant de la vie intérieure. Parce qu'il y a quand même tout cet aspect-là qui peut avoir l'air des fois un peu ésotérique. Puis moi, il y a comme quelque chose qui est arrivé avec faire œuvre utile, c'est que
j'ai décidé d'accepter maintenant les coïncidences parce que j'ai entendu des histoires qui ont aucun sens, qui logiquement, tu peux pas juste faire ah ben oui, c'était juste un hasard, c'est tout. C'est comme non, il y a quelque chose de trop grand qui vient de se passer, puis je pense qu'il faut accepter ces affaires-là. Donc c'est pour ça que je parle de vie intérieure, puis c'est pas tu sais, les gens roulent des yeux, c'est de l'ésotérisme, mais moi je suis comme j'accepte ces affaires-là. Je pense que des fois, ça prend une œuvre pour nous envoyer un signe, ça prend une œuvre qui va nous permettre de se réveiller. Puis je pense que l'art a aussi une fonction spirituelle dans nos vies, puis j'avais envie d'en parler. Donc tu sais, j'ai commencé à l'aborder dans Service essentiel dans le dernier chapitre. Oui, bien, on va y revenir dans les prochaines minutes parce que là, j'ai sorti différents éléments du livre que je trouve fascinants. Mais avant, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a surprise quand t'as fini d'écrire le livre? OK, tout ce que t'as découvert, en fait, y a-tu des choses qui t'ont toi-même happé? Puis t'étais comme, OK, il faut que je vulgarise ça, mais OK, j'en reviens pas, là. Ben oui, il y a plein d'affaires, tu sais, je veux dire, juste l'impact que peut avoir un musicothérapeute dans une urgence, là. Tu sais, juste de dire, d'avoir, mettons, un musicien en résidence réduit le nombre de calmants qui est prescrit parce que dans le fond, tu sais, on médicamente énormément les gens parce qu'on n'a pas le temps, tu sais, fait que si ça va plus vite, t'as bientôt une chirurgie, t'es un peu stressé, on va te donner un calmant, alors que dans le fond, si on crée une ambiance juste un petit peu plus adéquate, juste si on leur fournit des écouteurs puis qu'on leur propose d'écouter leur playlist ou de la musique douce ou carrément s'il y a un musicien sur place. Et c'est fou, l'économie d'argent. Tu sais, je veux dire, si on parle comme mon ami Pierre-Yves, là, juste en termes de coûts de médicaments, mais au-delà de ça, c'est de la santé, là. C'est de la santé, mais on n'en parle jamais de ça. Tu sais, il y avait l'exemple là, des petits bébés qui sont nés de façon prématurée puis qui doivent apprendre à respirer seuls. Et on utilise un musicothérapeute, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le bébé a une respiration, on lui donne une récompense sonore, musicale. Et l'enfant est capable d'apprendre à respirer de cette façon-là, c'est-à-dire à quel point ça fait du bien la musique si un bébé se sent récompensé d'avoir un son puis que ça lui permet de respirer par lui-même. C'est quand même incroyable, là. Mais tu sais, ça reste tout le temps comme alternative, comme méthode. Mais voyons, ça devrait faire partie de la réflexion, tu sais. Tellement. Est-ce qu'il y a... en fait, est-ce qu'il y a des choses que... là, ça, c'est des choses que tu as appris, mais que tu retiens, parce que, justement, on va en glisser un mot, des prescriptions culturelles, mais des choses que toi aussi, dans le fond, t'appliques au quotidien, là, pour prendre soin de ta santé culturelle. Ben oui, puis tu sais, après ça, c'est coordonner ma chaussée, là, évidemment. Là, t'es tout le temps, des fois, je suis comme, OK, ça fait longtemps que j'ai écouté mes playlists, là, parce que ça, c'est un des trucs, je pense, qui est vraiment bon, parce que, tu sais, les gens, maintenant, s'en remettent beaucoup à Spotify, puis à Apple Music. Bon, on va mettre la playlist Café Montréal, musique d'ambiance. Mais dans les faits, je pense que le pouvoir des listes de lecture, de créer ta propre liste de lecture pour te mettre dans un mood particulier, bien, ça, j'y crois vraiment beaucoup. Puis des fois, je me rends compte que, tu sais, j'oublie, je peux passer une journée complète sans écouter de musique, alors que dans les faits, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, tu sais. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'utiliser. Puis même, comme récemment, c'est ça, j'avais de la peine. Puis là, je me dis, OK, là, faut... De la peine ou de la fatigue, là, en tout cas, des larmes. Puis là, je suis comme retournée écouter ma playlist qui s'appelle La fin du monde, qui est comme juste des chansons tristes. Puis ça marche, puis ça fait du bien. Puis après, tu te sens mieux. Tu sais, il y a comme quelque chose, il y a une sérénité possible aussi, même quand tu écoutes de la musique un peu plus triste. Donc, c'est des choses que j'essaye. Tu sais, lire à tous les jours, ça fait partie quand même pas mal de ma routine, mais l'automne dernier, j'ai essayé de lire le matin, puis c'est fou pour de vrai. C'est vraiment le fun, cette idée-là de dire, je vais me lever soit 30 minutes plus tôt, ou finalement, je me rendais compte que j'avais même pas besoin de me lever plus tôt. C'est juste que finalement, le matin, je perds peut-être du temps sur les réseaux sociaux. Mais donc, de commencer ta journée, la première chose que tu fais, c'est d'ouvrir un livre, qui est quelque chose qui est aucunement productif, qui est pas du tout dans une logique de, tu sais, normalement, tu te réveilles et t'es comme, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Puis là, c'est comme une espèce de... C'est limite punk de faire comme, non, je commence ma journée puis je lis. Puis là, tu lis pendant une demi-heure, puis on dirait qu'il y a comme quelque chose, tu t'enracines, tu sais. Puis là, je te le dis, puis je suis comme, il faudrait vraiment que je fasse ça, là. Ben, c'est ça qui est fâchant, c'est que t'as beau le savoir, on dirait que c'est comme si ton cerveau te joue vraiment souvent des tours, puis fait comme, non, t'es stressé, fait que va tout de suite dans tes courriels. Puis là, après, il faut que ça... Non, j'entends ce que tu dis, mais ce n'est pas la bonne idée. Bien, c'est drôle, j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, Miracle Morning. Mais là, mon Dieu, tout le monde me parle de ça. Tout le monde me parle de ça. Et tu l'as pas encore lu? Je l'ai pas lu encore, mais là, j'ai eu un résumé, fait que j'ai comme compris. Donc là, je me brosse les dents en me levant. Je prends un grand verre d'eau, mais là, sincèrement, en ce moment, j'ai comme besoin de regarder mes courriels un peu plus tôt, mais oui, je comprends ça. Mais je pense que c'est ça, c'est de dire, regarde, oui, c'est de prendre un temps pour toi, tu sais, où tu vas écrire, où tu vas lire, où tu vas même peut-être faire du yoga, tu vas méditer, c'est comme, puis après ça, tu l'ajustes.
et pour le mettre en pratique depuis plusieurs semaines, on dirait que ça me ressente. Là, après ça, je finissais de préparer, par exemple, mon entrevue ce matin, puis là, j'étais concentrée. Après ça, ça limite la presse, mais c'est sûr que dans nos vies, c'est pas évident, mais de s'imposer cette discipline-là, autant pour la musique que pour... Il y a vraiment quelque chose de très ressourçant. Mais c'est ça, c'est juste que, tu sais, on dirait que le mot discipline fait « Ah, ça me tente pas de le faire », mais en même temps, c'est qu'il y a tellement de bienfaits. Puis Oui. ça, moi, en tout cas, je me répète souvent, notre cerveau, là, il nous joue des tours, puis faut pas l'écouter parce que, tu sais, c'est ça, au bout de ton 20 minutes de course, t'es bien content, puis ça te fait du bien, mais mon Dieu que c'est pas facile le partir parce que tu dis... c'est ça. Mais non, j'ai pas le temps, il faudrait que je fasse telle chose, mais... Au bout du compte, c'est juste comme un investissement dans ton énergie. Oui, puis c'est parce que tu sais les bénéfices. Puis dans le fond, c'est du développement sur soi, c'est du temps que tu prends pour toi. Fait que à un moment donné, la vapeur s'inverse, puis là, c'est comme « Ah, mais ça va être le fun demain, je vais prendre le temps d'écrire telle et telle chose, mes objectifs, tout ça. » Fait que, en tout cas, bref... Miracle Morning. Miracle Morning. La puissance de l'art, Émilie, qui est très fort à différents niveaux. Tu dis même que parfois, ça peut changer quelqu'un dans le sens où, ben, en fait, faire œuvre utile est la meilleure preuve. Mais toi, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a changé, bouleversé, qui récente, là, que t'as comme fait « Oh, wow, OK. » Mais on dirait que j'en ai plein à plein de moments, mais tu sais, je pense, mettons, à un solo de Sophie Cadieux qui s'appelait « Cette fille-là », qui est une pièce de théâtre que j'ai vue à la Licorne quand j'avais genre, je pense, 18, 19, en tout cas. Puis il y avait quelque chose dans cette pièce-là où, dans le fond, ça parlait d'intimidation. C'était inspiré d'un fait vécu. En fait, c'est une petite fille qui avait été, c'est terrible, battue à mort là, dans le coin de Vancouver. Mais le point de vue de la pièce, c'était... le personnage que Sophie incarnait, c'était une petite fille qui était juste témoin un peu, qui était pas tant parmi les intimidatrices, mais qui n'a pas tant aidé la fille non plus. Puis cette position-là, je la trouvais vraiment intéressante. Puis on dirait qu'il y a comme... Il y a quelque chose qui a été nommé là-dedans, je me rappelle pas la phrase exacte, mais quand elle parle, elle s'adresse à son frère tout le long. Elle raconte l'histoire à son frère, puis elle dit que quand elle était toute petite, elle était vraiment amie avec la victime là, des bullies, puis qu'à un moment donné, en grandissant, elle a comme compris que finalement, il fallait pas qu'elle se tienne trop avec elle, qu'elle était pas dans les cools, tu sais. Fait qu'elle s'en est comme délaissée, puis elle dit « À 8 ans, j'étais capable de te nommer dans ma classe qui était cool puis qui l'était pas. » Puis ça m'a tellement rentré dans cette phrase-là de faire « Comment ça qu'on est capable? » Puis c'est vrai, dès qu'on est tout petit, là, on comprend tellement les castes sociales, là, c'est pas long, là, tu fais comme « Lui, c'est le rejet. Tiens-toi pas avec, ça va pas marcher. » tu sais. Puis cette phrase-là, là, on dirait que ça m'a comme fait « Ah, OK, tu sais, ça... » Tu sais, le secondaire, là, tu sais, il y a comme, tu sais, toutes c'est ça, les castes, les gangs et tout ça, puis on dirait que cette pièce-là m'a vraiment juste fait « OK, ça, c'était derrière moi, puis là, maintenant, je suis un individu. » Tu sais, le cégep, ça fait ça un peu, là. Oui. Je suis un individu, puis j'ai le droit d'être qui je suis, puis donc, cette pièce-là, je me rappelle, avait vraiment... Je sentais un genre de avant-après qui est un peu difficile, en fait, à en mettre en mots, puis après, tu sais, peut-être que j'aurais aussi vécu ça, parce que, comme je te dis, le cégep, c'est l'individualité, mais cette œuvre-là est vraiment venue cristalliser ça en moi. Puis il y a plein d'autres petits moments comme ça, mais je pense que des fois, ça prend vraiment une œuvre pour te l'amener, cette réflexion-là. Par le point de vue de l'auteur, par la façon dont Sophie l'a joué. Mais oui, ça en est une. Oui, puis je présume qu'on pourrait passer plein d'heures à en parler. Mais une autre question qui... en fait, quand j'ai écouté un des épisodes de Service essentiel avec Kim Thuy, qui est un épisode extraordinaire que vous devez écouter, c'est tellement drôle, vous entendre jaser, là, c'est comme ça. Et il y a un moment où tu parles de ton rôle de maman, ton rôle aussi de guider ton garçon là-dedans, de l'initier, mais en faisant aussi, en lui permettant de faire ses propres pas. Et tu racontais une histoire par rapport au musée. Oui. Et j'aimerais que tu la racontes parce que je trouve ça très fort. Mais le fait que mon fils court dans les musées? Oui, mais que... que son œuvre, bref... En fait, c'est que... à un moment donné, tu étais allé le chercher, je crois, à l'école, puis tu lui as proposé d'y aller, puis « Maman, c'est ça que je voulais te demander! » Puis là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Oh! OK! C'est puissant, là! » Oui, c'est ça. Mais c'est très drôle parce qu'en fait, depuis qu'il est tout petit, Hans, je l'amenais donc au Musée des Beaux-Arts, mais tu sais, pour lui, genre ça, puis le Funtropolis, c'est un peu l'équivalent, tu sais. Je veux dire, il s'en va pas...
quand on va au musée, là, mon fils, il est pas comme « Ah oui, vraiment, quelle œuvre qui me parle. » Tu sais, c'est comme, il aime ça parce que c'est vaste, parce qu'il peut se promener. Puis évidemment, plus, comme on y retourne souvent, ben là, il y a comme ses œuvres préférées à Mané qui fait que « Ah oui, maman, on va voir la lumière verte. Ah, maman, on va voir la grosse roche. » Puis c'est ça qui le fait triper, tu sais. Donc, mais effectivement, de là à dire que quand tu lui dis « OK, on va aller au musée », puis tu as cette réaction-là, c'est vraiment le fun. Puis ce que je trouve cool, surtout, c'est que je me dis, ben pour lui, ce sera pas sacré, le musée. Il va savoir qu'il y a sa place à cet endroit-là, alors que moi, quand j'étais petite, j'ai jamais eu le réflexe d'aller au musée parce que le musée, c'était sérieux, c'était rigide, c'était pas ma place, tu sais. Alors que Hans, ça y passe même pas par la tête de penser que c'est pas sa place, là. Lui, c'est comme, ça m'appartient, c'est que cet endroit-là, puis j'y vais, puis je suis contente de ça, tu sais, qu'il y ait cette opportunité-là. Puis c'est vrai que, tu sais, comme parents, on a vraiment ce rôle-là de passeur. Puis en même temps, faut comme faire attention parce que des fois, tu sais, on insiste trop comme « Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta place? » C'est comme, c'est pas ça, là. Laisse-le vivre son expérience. Puis après, ça se répercute. Tu sais, ça a des impacts plus tard, puis on s'en rend pas tout le temps compte. Tu sais, des fois, c'est la semaine d'après qu'il va te reparler de la pièce de théâtre où tu l'as amené, où tu t'es dit « Ah, finalement, peut-être qu'il a pas trippé tant que ça. » Mais c'est ça, ça sème des choses un peu. Et ça, d'ailleurs, justement, le spectacle vivant, qui a une importance aussi dans votre vie familiale, puis tu lui permets, tu l'exposes à ça. Et il y a quelque chose de fort, autant dans le spectacle que dans le spectacle qu'il te donne, mais sans le vouloir. C'est ça, parce que c'est ça, t'as 2 shows pour parce que là, tu sais, à cet âge-là, tu sais... j'ai un spectacle qui s'en vient que j'ai appelé la suspension consentie de l'incrédulité. Ce que ça veut dire, la suspension consentie de l'incrédulité, c'est que quand on va au théâtre, on accepte la convention. C'est-à-dire qu'on sait que Guylaine Tremblay, elle joue un personnage. C'est pas Guylaine, puis on accepte ça, on embarque dans l'histoire, on suspend notre incrédulité et on accepte la convention. Mais les enfants, ils n'ont pas cette affaire-là. Fait qu'eux, là, ils parlent, ils crient, ils interagissent, puis Hans, il est encore vraiment là-dedans, puis j'ai hâte de voir, parce qu'il y a un moment où ça va arrêter, là. Tu sais, là, il y a 7 ans. À un moment donné, là, il va comme se garder une petite gêne, là, mais on n'est pas encore rendu là, ce qui fait que, donc, il est très divertissant quand on va voir des spectacles, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions, puis, tu sais, au début, des fois, on dirait que tu te sens mal, parce que c'est comme... Mais après, moi, je me dis, ben regarde, tu sais, je vais juste embrasser. J'ai un petit garçon énergique qui est très inspiré par ce qu'il voit devant lui, puis c'est correct, tu sais, j'essaie quand même de lui inculquer de rester à sa place, mais c'est ça, c'est la passion qui l'emporte. Oui, la passion et tu sais, son rôle d'enfant, en fait. Ouais, lui, il fait juste, c'est ça, il fait juste s'épanouir là-dedans. Est-ce que des fois, c'est... justement, étant exposé à la culture, tout ça, d'ajuster ton rôle, ce fameux lâcher-prise que tu dis par rapport à « Ah, qu'est-ce que t'as aimé? » versus « Ah, non, on le laisse aller. » À 7 ans, avec ton jeune garçon, tu te situes où maintenant là, dans cette approche-là, finalement, pour l'épauler, mais sans trop le... Ben, en laissant aller. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que des enfants, quand ils aiment une toune, ils la réécoutent souvent, tu sais. Fait qu'il y a comme tout ça. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu acceptes que tu vas écouter les Kids United, même si ça ne te tente pas tant. Mais on dirait que je réussis tout le temps. Tu sais, nous, on fait quand même aussi beaucoup de routes parce que, bon, tu sais, j'ai une maison aussi à Saint-Élie-Caxton, donc on est entre la ville et la campagne. Puis en voiture, c'est vraiment des moments privilégiés, je trouve, pour écouter de la musique, puis de temps en temps, justement, en essayer, tu sais, lui faire découvrir autre chose, ce qui fait que, ben tu sais, là, maintenant, justement, la semaine passée, on est allé voir les Cowboys fringants, il est venu avec moi, ben là, on a écouté beaucoup de cette musique-là, puis là, c'est lui qui me demande les étoiles filantes, tu sais, parce que dans les étoiles filantes, ils disent « passe-partout ». Fait que, tu sais, lui, il attrape des choses comme ça, mais il y a quand même cette ouverture-là c'est ça, je pense qu'il faut comme juste trouver la bonne dose. Parce que je pense que si tu pousses trop, ben tu peux comme, au contraire, faire comme « Ah non, je laisse faire, j'ai pas envie d'écouter ta musique, maman. » Tu sais, c'est comme, je veux que ce soit inclusif. C'est ça, en fait, l'objectif. Comme je disais un peu tantôt, il y a plusieurs éléments de services essentiels qui sont venus me chercher. Et un des premiers aspects, c'est la lecture. La lecture, autant qu'elle a eu de l'impact dans ta vie quand tu étais plus jeune, autant que la bibliothèque, c'était un safe space. Oui. Puis toute la notion aussi de troisième lieu que je trouve fascinante, que j'aimerais que tu nous parles, parce qu'on dirait que ça prend une ampleur différente, là. Oui, bien c'est ça. Tout ça, évidemment, encore avec le recul. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais pas l'impression que la bibliothèque était mon refuge. Je faisais juste y aller. Mais bref, moi, ma mère m'a toujours amenée à la bibliothèque. Puis moi, j'étais une très, très grande lectrice quand j'étais plus petite. Et donc, on pouvait juste choisir 8 livres. Puis là, c'était un calvaire. Parce que là, j'étudiais là, mes choix. Puis j'ai comme, mon Dieu, lequel je vais prendre. Puis...
Et c'était, tu sais, je devais passer 1 heure, là, au moins, là-bas. Donc, veux pas, ça devenait un moment presque méditatif, là. T'es comme... Puis tu fais tes choix toi-même. C'est pas ma mère qui choisissait pour moi. Donc, il y avait comme quelque chose, je pense que c'est un endroit où j'étais bien. Puis je me rappelle vraiment d'une anecdote où j'ai une grosse chicane avec plein d'amis. Puis là, je suis désemparée, puis j'ai une personnalité un peu mélodramatique. Puis le réflexe de ma mère, ça a été de dire « Viens, on va à la bibliothèque. » Puis, tu sais, je pense que c'était vraiment... avec le recul, je me disais « Ah, mais oui, c'était ça. Tu sais, la bibliothèque, c'était juste comme, gars, on va se couper du reste du monde. Là. Va dans les livres. Tu sais, tu vas te calmer en même temps, puis évidemment, dans 1 heure, tu vas te sentir mieux. » Mais je trouve ça beau, cette fonction-là de la bibliothèque. Puis en faisant des recherches, donc, j'ai découvert cette idée-là du 3e lieu. Donc, c'est un sociologue américain qui dit qu'on a tous besoin d'un 3e lieu. Donc, on a notre maison et notre travail. Là, pendant la pandémie, c'était la même place. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'au-delà de la maison et du travail, on a besoin d'un 3e endroit pour socialiser, qui n'est pas, donc, la maison et le travail. Donc, ça peut être un salon de coiffure, ça peut être le bar du coin où tu vas rejoindre tes amis, et ça peut être, donc, une bibliothèque. Et donc, il y a beaucoup de bibliothèques qui ont décidé de s'approprier cette expression-là pour dire, bien, voici le 3e endroit où vous aurez toujours votre place, ou qui peut être votre endroit à vous. Et c'est pour ça que de plus en plus, tu sais, dans les bibliothèques, on chuchote moins qu'avant. Il y a beaucoup d'activités. Et ça, c'est une mouvance, en fait, de dire, bien, la bibliothèque, c'est un lieu de savoir. C'est pas juste un endroit pour regarder un livre. Il y a plein d'autres choses qui peuvent s'y passer. Puis j'aime beaucoup cette image-là, en fait. Puis je pense que ça l'a été pour beaucoup de personnes. Tu sais, l'autrice Caroline Dawson en parle dans son livre « Là où je me terre ». Tu sais, c'était juste à côté ici, à la bibliothèque Maisonneuve. Sa mère l'amenait comme chaque semaine. Il partait le samedi matin, il prenait l'autobus. Et pour elle, ça a été l'ouverture vers la culture. Tu sais, donc, c'est vraiment des lieux hyper importants. Oui, puis il y a aussi l'aspect de lire à voix haute, autant pour les enfants que même pour nos aînés. Puis ça, en lisant ça, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, c'est fou, là. Puis en même temps, ça date du début des temps, là. Oui, on lire raconter des histoires. Mais finalement, il y a quelque chose d'instinctif là-dedans, puis un instinct de survie dans la lecture. Bien, je pense qu'on a besoin de se faire raconter des choses, tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, on l'imagine, là, que comme les chasseurs-cueilleurs autour du feu se racontaient des histoires. Tu sais, pourquoi ils faisaient ça? Ils auraient juste pu aller se coucher. Mais non, ils se racontaient ce qui s'était passé pendant la journée. Puis aujourd'hui, bien, ça prend plein de formes. Le cinéma, c'est se raconter des histoires. Le théâtre et tout ça. La lecture en est une forme. Puis effectivement, tu sais, rapidement, quand on commence à lire seul, bien là, la lecture, ça devient un truc qu'on fait dans notre tête. Mais j'ai lu un livre là-dessus qui est, dans le fond, c'est comme The Power of Reading Aloud. En tout cas, c'est en anglais, mais bref, c'est comme de dire que quand tu fais la lecture à voix haute à ton enfant, c'est comme si tu avais une baguette magique entre tes mains parce que la lecture à voix haute, ça permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup de connexions dans le cerveau d'un enfant. Et surtout, il ne faut pas arrêter de faire la lecture à voix haute parce que l'enfant commence à lire par lui-même. Et c'est très contre-intuitif parce que moi, mon fils vient de commencer, là, il vient de finir la première année. Et c'est sûr que je veux qu'il lise par lui-même parce que je veux qu'il se pratique et tout ça, mais en même temps, là, heureusement, parce que j'ai lu ce livre-là, je maintiens la tradition. Le soir, c'est moi qui lis à mon fils. Puis même si, des fois, c'est tellement tentant de dire, ben là, Hans, là, c'est toi qui lis. Mais pour lui, là, c'est la différence entre marcher puis courir. Moi, je lui permets de courir quand c'est moi qui lui fais la lecture, alors que lui, quand il le fait, c'est plus ardu. Donc, évidemment, je l'encourage à le faire, mais je maintiens cette habitude-là en me disant... tu sais, c'est tellement un moment où on est bien, on est ensemble, on est dans notre bulle, on est collés. Tu sais, il y a comme quelque chose de rassurant, puis en même temps, on se raconte une histoire. Fait que je suis comme contente de garder cette notion-là. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, même entre adultes. Tu sais, oui, à nos aînés, mais même, tu sais, je pense que c'est un réflexe qu'on a de convalescence. C'est quelqu'un qui est à l'hôpital, tu sais pas quoi faire, je vais te faire la lecture. Bien, c'est tellement une belle façon de meubler. Mais je pense que même entre amoureux, on devrait le faire. Tu sais, on devrait des fois, comme si les deux, on aime la même chose, de juste se lire des extraits des fois. Il me semble que c'est tellement un moment apaisant. Il y a comme quelque chose de... C'est une bulle, je trouve, de faire la lecture à voix haute. Et même, je pousse ça plus loin, même quand tu es tout seul, des fois, quand tu tripes vraiment sur une phrase, la dire à voix haute, on dirait que ça... C'est comme si ça te permet de l'entendre, là, tu sais. Oui, de l'entendre, puis de l'enregistrer, puis d'ajouter cette pensée positive-là, finalement, dans ton esprit, puis de la garder un peu comme des mantras ou, tu sais, comme une façon de l'incarner, peut-être, vraiment. Là, ou de l'enregistrer. Je l'avais découvert avec, tu sais, la poésie, là. Moi, j'en lisais vraiment pas beaucoup. Puis, tu vois, dans l'affaire qu'il faut comme désacraliser la patente, ben tu sais, j'ai demandé à quelqu'un, ben gars, je connais pas ça, peux-tu me faire des suggestions? Puis la personne a été
génial, elle m'a envoyé plein d'affaires. J'ai lu des trucs, c'était pas ça. Puis à un moment donné, je suis tombée sur le tabloïd de Mathieu Coblet. Et je me suis mis à le lire à voix haute. Puis là, c'est comme si le fait de le lire à voix haute, ça ajoutait. Puis là, c'était drôle, là. Il y a des sens de la chute, cet auteur-là. Il y a comme... C'était vraiment une expérience bizarre. Puis je sais pas, c'est-tu normal, je suis en train de me lire tout seul à voix haute, mais regarde, ça m'aide, moi, dans ma lecture de poésie, puis ça me permet de comprendre qu'est-ce qui est écrit là. Tant mieux, tu sais. En même temps, les comédiens pratiquent souvent à voix haute, tu sais, fait qu'on n'est pas si bizarre que ça. C'est ça. Faut juste pas l'apprendre par cœur. Faut juste le normaliser. C'est ça. Il y a aussi l'aspect du rire, parce que il y a tellement quelque chose de puissant qu'on sous-estime, je pense, et que tu compares à la méditation. Oui, bien, c'est prouvé, ça aussi, c'est dans les recherches là, scientifiques et tout ça, que dans l'état du rire peut t'amener, dans le fond, les mêmes bienfaits que ce que tu vas chercher dans la méditation. Je me rappelle pas c'est quoi les rayons, là. En tout cas, ça a des noms, ça a des noms scientifiques. Mais bref, si tu regardes juste le bienfait, là, ça peut revenir au même. C'est-à-dire vraiment d'avoir un bon fou rire, ça peut avoir carrément l'effet d'un calmant. Évidemment, arrêtez pas votre médication. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste ne sous-estimons pas l'importance du rire dans nos vies. Puis il y a une affaire qui est quand même assez frappante, c'est que en moyenne, un enfant de 4 ans rit, je pense, 300 fois par jour. Puis quand on devient adulte, ça nous prend 2 mois pour atteindre ce chiffre-là. C'est quand même débile. Fait que ça veut dire que... Puis c'est vrai, moi, mettons, mon fils, courir, ça le fait rire. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il prend pas grand-chose, là, mais... Tu sais, juste ça, là, c'est une espèce... Ça permet de relâcher les tensions. Puis moi, je pense que c'est une des fonctions d'aller voir un spectacle d'humour, tu sais. Puis des fois, juste avant même d'y aller, ça te fait déjà du bien parce que tu projettes que tu vas aller rire. Mais moi, je trouve ça très important de... Tu sais, il y a beaucoup de... Je veux pas dire du snobisme, mais tu sais, c'est comme si l'humour, c'est un art moindre, là, tu sais, parce qu'évidemment, eux, ils font de l'argent. Fait que là, tu sais, ça marche, c'est populaire, donc, tu sais, c'est moins important, mais... Moi, je pense qu'au contraire, il y a une vraie fonction. Puis, tu sais, je pense que rire aussi, l'humour, c'est d'avoir un regard critique, c'est d'être capable de se décoller d'une situation puis d'en rire, tu sais. Donc, il y a quelque chose de très noble là-dedans, puis on devrait pas mettre ça comme dans une sous-catégorie, là. Ça fait vraiment partie, pour moi, des formes d'art qui sont essentielles. Oui, vraiment. Puis, il y a de penser qu'on met notre cerveau à off alors que finalement, au contraire, tout est sur la même fréquence, puis qu'il y a vraiment quelque chose... Je trouve que l'image est très forte. Il y a aussi l'aspect économique, puis on en a glissé un mot, mais tu sais, puis je trouve que la Corée du Sud est un des meilleurs exemples qui ont décidé de mettre de l'avant l'art, puis ils ont investi là-dedans, puis maintenant, il y a... Tu sais, c'est bien rare que quelqu'un n'est pas au courant, au moins de la K-pop, ou a jamais entendu ça, ou même de certains films qui ont été très... Oui, puis là, on a vu les séries télé maintenant aussi, avec, mon Dieu, celle que je veux pas que mon fils regarde, là, celle-là. Le nom m'échappe, mais c'est tant mieux. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce que le gouvernement coréen a fait, Corée du Sud, bien évidemment, pas l'autre, c'est vraiment d'investir massivement et même de forcer des entreprises aussi. Puis là, il faut dire, c'est une démocratie, mais ils ont quand même c'est mitigé un peu, là, mais... Ils ont de la pogne. Mais bref, tu sais, il y a des compagnies privées qui doivent reverser un genre d'impôt spécial qui est complètement réinvesti en culture. Un film coréen reste à l'affiche 100 jours. Juste ça. Tu sais, si nos films québécois pouvaient rester à l'affiche plus que 3 semaines, là, ce serait déjà génial. Mais tu sais, ils ont vraiment trouvé une façon de... Donc, si c'est à l'affiche 100 jours, ben tu vas y aller finalement le voir, ton cinéma national. Puis eux, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont fini par gagner l'Oscar du meilleur film. Tu sais, pas meilleur film en langue étrangère, là. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur film en 2020. Fait que tu sais, il y a vraiment... C'est une preuve. Puis oui, évidemment, la K-pop, après ça, je dis, c'était pas le plus grand style de musique, mais c'est quand même... Parce qu'un gouvernement a beaucoup cru à cette affaire-là. Je ne dis pas qu'il faut reproduire le modèle, mais c'est pour moi la preuve qu'il y a une place pour la politique aussi et l'économie, évidemment, dans l'art. Mais du moins de s'en inspirer, je pense. Il y a plein de choses à aller chercher de ça. Puis ce qui me vient en tête, en fait, c'est peut-être la nuance. Là, ça se trouve être un pays, tandis que nous, on est une province, mais dans une mare anglophone. Fait qu'il y a ça aussi qui fait partie un
peu de nos batailles. Ouais. Mais je pense pas pour autant d'abandonner tout de suite. T'sais. Je pense qu'il faut qu'on essaye des choses. Bien, complètement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui nous distingue complètement. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûre que la culture du Canada anglais, qu'est-ce qui la rassemble? C'est pas aussi clair que je pense que, tu sais, l'identité québécoise se passe vraiment beaucoup à travers notre culture. Fait que c'est d'autant plus important. Mais, tu sais, il y a un économiste que je citais dans Service essentiel, Pierre-Emmanuel Paradis, qui disait finalement, tu sais, on peut essayer là, de quantifier les retombées économiques et tout ça, mais en même temps, il y a une valeur à la culture qu'il faut même pas essayer de quantifier, ça sert à rien, c'est immuable, c'est notre patrimoine, c'est tellement important qu'il faut pas mettre des chiffres là-dessus, il faut juste reconnaître que c'est la base de notre identité, tu sais, puis ça dépasse, dans le fond, toutes les retombées économiques, là. Je veux dire, tu peux pas quantifier une identité, c'est hyper important. Tu peux pas quantifier non plus tous les bénéfices de la voie intérieure, tu sais, que chaque humain va avoir vécu, ce qu'ils vont avoir absorbé. Mais d'ailleurs, Vaudreuil-Dorion est quand même un bel exemple là-dessus, qui appelle la médiation culturelle, dont tu as participé aussi. Puis, c'est souvent plus petit, tu sais, dans le sens qu'on va prendre des plus petites initiatives, mais ça résonne, puis finalement, ça fonctionne. Pourquoi pas l'essayer? Au niveau municipal, là, il y a tellement de place là, pour de l'investissement en culture. Puis donc, l'exemple de Vaudreuil-Dorion en est un très bon, c'est-à-dire que c'est Michel Vallée, qui était le responsable des loisirs et culture, qui a dit, bon, on va faire de la médiation culturelle. Le maire a dit, qu'est-ce que ça va donner à mes citoyens, ça? Et Michel a répondu, du bonheur. Et il a quand même livré la marchandise. C'est-à-dire que Vaudreuil-Dorion avait une problématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immigration et il sentait qu'il y avait de plus en plus des ghettos qui se créaient, puis que les gens avaient comme une attitude un peu de peur face aux étrangers. Et à travers des projets culturels, ils ont créé un grand défilé le 23 juin où toutes les communautés sont là et mettent de l'avant leurs attraits culturels dans un immense défilé coloré. Puis là, la préparation du défilé, il y a plein de bénévoles qui travaillent ensemble. Et donc, à partir du moment où tu rencontres l'autre, tu n'as plus peur parce que tu te rends compte qu'il te ressemble beaucoup plus que tu pensais. Et de tous ces petits projets culturels-là, ils ont réussi à créer des liens entre les gens dans la communauté. Et ça fonctionne vraiment. Il y a une vie culturelle hyper riche à Vaudreuil-Dorion. Puis, tu sais, on pourrait prendre l'exemple aussi à Québec. Il y a un programme qui s'appelle Première Ovation qui a été mis en place après les fêtes du 400e en 2008. Il y avait comme eu un gros party. Puis là, le maire Labon m'a dit... faut qu'on profite de cette lancée-là. Et Première Ovation a été créée. Puis donc, c'est vraiment un programme qui donne de l'argent, en tout cas, finance des artistes locaux. Puis, tu sais, aujourd'hui, si tu regardes la scène musicale de Québec, ça va bien, là. Vraiment. Il y a comme, tu sais, les Hubert Lenoir, Lou Adriane, Ariane Roy, Jérôme 50, je veux dire, Tire le Coyote en fait partie aussi. Mais je pense qu'il en a bénéficié un peu dans les débuts, parce que dans le fond, lui, c'était en 2009. Bon, en tout cas, je demande. Mais bref, tu sais, je pense que c'est la preuve que les municipalités aussi peuvent vraiment avoir un impact sur la vie culturelle. Là. Oui, puis il y a quelque chose de fort dans ce que Michel Vallée disait, c'est l'importance de reconnaître l'artiste, de le payer à sa juste valeur et de reconnaître la création. Puis souvent, comme tu le disais si bien, et souvent c'est associé au plaisir, au loisir, mais il y a du temps, il y a de l'amour, il y a tu sais, puis pour moi-même créer au quotidien de différentes façons, je veux dire, t'es investi, il faut que tu sois passionné par ça, mais on dirait qu'il y a une déconnexion puis il y a une connexion qu'il faut qu'on refasse. C'est que souvent, c'est ça, les gens vont dire, mais toi, c'est le fun, ta job. C'est pas un vrai travail, c'est le fun. Et là, évidemment, c'est parce qu'eux, ils ont juste accès au rendu. C'est comme tout le travail invisible, là, les gens, ils voient pas ça. Donc, tu sais, il y a cette notion-là. Puis effectivement, c'est très important dans le programme de Vaudreuil-Dorion, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un programme de médiation culturelle, l'artiste, il est payé. Si sa démarche est au cœur du projet, il ne peut pas être bénévole. Évidemment, les artistes ont le droit de faire du bénévolat, c'est pas ça le point, mais c'est juste que si c'est eux qui mènent le projet de front, bien, l'ingénieur qui est passionné par sa job, il fera pas du bénévolat et tu vas le payer. Mais c'est la même chose, tu sais. Donc, c'est vraiment de ramener cette idée-là que c'est normal que cette personne-là soit payée pour faire, parce qu'elle a une expertise. Il faut reconnaître cette affaire-là. Puis ça, je pense que c'est encore... souvent, les gens, c'est ça. Je pense qu'on a encore du chemin à faire sur cet aspect-là. Oui, encore beaucoup, mais on garde espoir. Il y a le dernier aspect du livre, on en a glissé un mot tantôt par rapport à la voix intérieure, mais ce que je trouvais intéressant, puis ça, c'est par rapport à toi, c'est que tu disais, quand je consomme une œuvre,
je suis moi-même. Je ne suis pas dans la performance et je ne suis pas dans les 1001 rôles et je ne porte pas de chapeau. Puis, je voulais t'entendre là-dessus. Ben, mais c'est vrai, c'est comme cette espèce de, tu sais, quand tu vas t'asseoir dans une salle de spectacle, là, puis là, t'écoutes. Ben, t'es plus la mère de Anne, t'es plus la blonde de l'autre, t'es plus la journaliste culturelle. Il y a comme, à moins que tu sois là pour ton travail, évidemment, là, mais donc, t'es plus dans ton rôle de travail, t'es plus l'amie, on n'attend rien de toi. C'est des vacances de soi-même, tu sais. C'est vraiment une espèce de... Puis c'est ça, cet état-là, je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant, moi, être spectatrice. Je me dis, hey, c'est peut-être un des seuls moments où vraiment je me ferme complètement. Puis en plus, souvent, dans les salles de spectacle, ils te demandent de fermer ton cellulaire. C'est magique, tu sais, c'est la plus belle affaire qui peut t'arriver. Parce que là, tu te permets... Donc, c'est vraiment d'être juste en relation avec toi-même. Ben, mais dans les faits, même dans un livre aussi, c'est la même chose. Quand tu te mets à lire, ben, t'es juste toi qui reçois cette information-là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cet état-là de... OK, tu sais, je laisse tomber tout le reste, je me concentre, je ne suis que, je sais pas, là, moi qui reçois quelque chose. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça passe aussi bien, puis que ça vient nous chercher de façon aussi forte, parce qu'on n'est pas en train de l'analyser, on n'est pas en train de réfléchir, on est juste en train de le recevoir, tu sais. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, parce que, bon, t'es sur plusieurs fronts. T'as écrit 2 livres. Il y a cette année-là qui se poursuit. Il y a ensuite, là, au moment où on enregistre, t'es en préparation de la nouvelle quotidienne à Ici Première, qui risque d'être haute en émotion parce qu'une quotidienne, c'est chargé, mais il y a beaucoup de beaux qui risquent de sortir de ça. Bref, la culture est partout. Tu la consommes de différentes façons. Est-ce qu'il y a une façon pour toi de la consommer différemment quand tu n'es pas en mode travail? Oui. Mais là, c'est ça, je vais retomber dans ces chaussures-là parce que, tu sais, c'est ça, on dirait que depuis que j'ai quitté la quotidienne avec Paul Arcand, donc c'était en 2018, c'est vrai que là, j'ai retrouvé un goût. Tu sais, pendant un bout de temps, mettons, il y a eu 3 mois où je suis même pas allée voir un spectacle parce que c'est ça, là, la vie était ainsi. Puis quand je suis retournée voir un spectacle, là, c'était les Cowboys. J'ai l'air comme d'avoir juste une fixation, là, mais c'est comme la dernière fois que je les ai vus, je les ai vus là, puis il y a 4 ans, là, OK? Et donc, c'était avec l'OSM, c'était vraiment... puis je pleurais, mais tu sais, ça avait pas rapport avec le show. C'était pas comme parce que c'était triste, c'était vraiment comme... Ah, mon Dieu, c'est vrai. J'aime donc bien ça, voir des spectacles. J'avais oublié que j'aimais ça. Tu sais, c'est vraiment parce que à tous les jours, tu vas en voir, t'es obligé. Il y a comme, à un moment donné, veut pas, ça devient une job quand même. Donc, on dirait que dans les 4 dernières années, ce que j'ai consommé, j'ai rarement eu l'impression que j'y allais pour le travail. Puis, de toute façon, je pense que même avec la quotidienne à la radio, ça va rester ça. Je suis comme capable de faire un peu la séparation. Mais oui, c'est important d'avoir une vie... comment je pourrais dire, d'avoir une gratuité pédagogique là, autour de ça, tu sais, de juste faire... Tu sais, quand je te disais l'automne dernier que je lisais le matin en me réveillant, j'ai fait exprès justement de prendre un livre que je savais qui ne serait pas une chronique à cette année-là. Tu sais, j'ai relu Gabriel de Marie Laberge parce que je me rappelais que j'avais vraiment trippé il y a 20 ans à lire ça, puis là, j'ai juste... Fait que je me disais, OK, c'est le fun parce que c'est sûr que ça va me servir à rien d'autre que... pour moi. Que pour moi. Et ça, des fois, il faut que je me le rappelle. En même temps... Tu sais, c'est un immense privilège de pouvoir, à tous les jours, aller parler de culture. Donc, oui, c'est sûr que dans les prochains mois, mes lectures vont être orientées parce que, tu sais, c'est chronophage, la lecture. Là, fait que si tu te mets à juste relire des vieux Gabriel, tes entrevues vont peut-être être un peu moches. Mais c'est ça. Donc, tu sais, je pense que dans les prochains mois, je vais retrouver une vie culturelle qui va être un petit peu plus liée au contenu dont je vais parler en ondes. Mais en même temps, tu sais, c'est un privilège d'avoir une tribune. Puis de toute façon, dans la vie de tous les jours, après une lecture, j'ai tendance à en parler aux gens autour de moi. Fait que là, ça va être la même chose, c'est juste devant un micro. Mais est-ce qu'il y a certaines formes d'art que tu es vraiment capable de mettre la switch à il n'y a pas de pression, on lâche prise, ou c'est un choix, en fait, conscient que tu fais, bien, ce soir, effectivement, c'est pour le travail, mais demain, j'ai payé des billets, puis c'est pour moi, tu sais. Cette espèce d'équilibre-là qui n'est pas évident. Oui, c'est ça. Je sais pas si j'ai besoin de la faire tant, cette coupure-là. Tu sais, je pense que c'est vraiment... Mais oui, tu sais, comme je te dis, j'étais allée voir... Mon Dieu, les Cowboys. Quand j'ai fait ça la semaine passée, c'était vraiment juste... C'était avec plein d'amis. On s'était booké ça vraiment d'avance, puis on était super contents de l'avoir fait. Puis donc ça, tu vois, ça tombait vraiment dans
Mais en même temps, si finalement je reçois, je sais pas, Jean-François Posé ou Carl en entrevue, ben là, tu sais, j'aurai ça dans mon bagage. Fait que, tu sais, il y a comme... Je peux pas faire vraiment là, la coupure. Puis en même temps, tu sais, les 6 ans que j'étais avec Paul Arcand, là, ça m'a fait du bien. Tous les spectacles que j'ai vus, là, tout le cinéma, j'ai tellement eu la chance d'avoir baigné dans plein d'univers où je serais pas allée, tu sais. Il y a ça aussi, là, ça t'ouvre l'horizon. J'ai vu des spectacles que j'ai moins aimés, mais même ça, t'apprends de ces moments-là. Donc, c'est pas négatif pour moi aller voir quelque chose pour le travail, mais c'est vrai que c'est quand même important de se garder des petits moments de faire « OK, non, mais ça, je le fais juste pour moi. » Ouais. C'est ça. Puis ton implication aussi dans l'émission L'Avenir nous appartient, qui va avoir une 3e saison cet hiver, c'est du journalisme de solution, une série que j'adore d'ailleurs. Là. Merci tellement de nous offrir ça, parce qu'il y a comme... Oh, c'est comme, OK, il y en a des solutions, il faut juste mettre un pas devant l'autre puis prendre des initiatives. Puis derrière ça, je pense qu'il y a un côté très optimiste. Ben oui, puis surtout d'aller là où il y a de l'espoir, en fait. C'est un condensé d'espoir, puis pour vrai, c'est tellement un plaisir de faire cette émission-là parce que, tu sais, quand je travaille sur L'Avenir nous appartient, je vais rencontrer des gens qui sont justement optimistes, qui ont trouvé des solutions à des problèmes, qui, tu sais, le mot inspirant est tellement galvaudé, mais c'est quand même ça, tu sais. Fait que juste faire l'émission, ça fait énormément de bien parce que tu fais « Ah, OK, tu sais, il y a du bon monde. » Il y en a vraiment beaucoup. C'est juste que, tu sais, la façon dont les médias sont faits, le narratif, puis spontanément, nos cerveaux sont faits comme ça, on réagit plus au stress négatif. Donc, pour, mettons, un stimuli négatif, ça va prendre 3 stimuli positifs pour aller chercher la même énergie, la même attention. Donc, c'est sûr que nous, il faut qu'on travaille beaucoup plus fort pour attirer les gens à regarder cette émission-là parce que spontanément, tu vas être... Malheureusement, notre corps est fait comme ça. Là. On répond au stress, aux affaires négatives. Puis, c'est d'ailleurs, les bulletins de nouvelles, ta-ta-ta-ta. Ouais. Tu sais, juste ça. C'est pas anodin, là. Ben, c'est pas anodin. Tu peux pas, après ton ta-ta-ta-ta, on a trouvé une solution au changement climatique. Non, c'est pas ça. C'est la chaleur accablante. Donc, nous, on veut vraiment... On veut pas tomber dans l'angélisme et dire que tout va bien. Il y a des problèmes, puis on en parle des problèmes, mais ce qui est vraiment chouette, c'est justement d'avoir accès à des gens qui sont déjà dans l'action. Puis, tu sais, souvent, ça va arriver là, que je reçois un dossier, là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mais ça... Il n'y a pas de solution à cet enjeu, là, c'est déprimant, puis là, je vais rencontrer la personne, puis tu sais, c'est ça qui est fou. Plus quelqu'un est calé dans son domaine, plus il sait comment s'en sortir. C'est vraiment intéressant. C'est que des fois, on est juste dans notre ignorance, fait qu'on pense qu'il n'y a pas de solution, puis que c'est fini, puis que... Et là, finalement, tu vas parler à quelqu'un qui est un petit peu plus calé que toi, puis là, lui, il fait « Comment, mais attends, on peut faire telle affaire. » Donc, l'affaire, il faut juste que ces gens-là réussissent à convaincre les dirigeants. Après, là, il y a des étapes, mais ça fait vraiment du bien parce que c'est ça, quand tu rencontres des gens qui sont calés dans leur domaine, eux, ils sont remplis d'espoir, puis je trouve ça important de passer ce message-là. Donc, cette émission-là est vraiment, vraiment chère à mon cœur. Puis là, justement, il y a plusieurs... tu travailles sur plusieurs projets en même temps. La journaliste culturelle, l'humaine derrière ça, Émilie, comment elle voit l'avenir? Tu sais, il y a plein de propositions, de solutions, mais à un moment donné, il faut être dans l'action aussi. Mais je veux dire, tu peux pas tout épauler les causes non plus. Mais ta vision de ce que tu veux... dans le fond, ta vision du monde dans lequel tu souhaites qu'on vive, c'est quoi, là? À quoi t'aspires? Bien, ce que j'aimerais surtout, mettons que les gens prennent conscience de l'importance de la culture dans leur vie, je pense que ça, ce serait déjà un premier pas parce que les gens pourraient prendre soin, d'une certaine façon, de leur santé mentale et même de leur santé physique parce que ça peut vraiment avoir un pouvoir. Donc, je me dis ça. Puis, je pense que l'avenir de l'humanité résiste beaucoup dans la connexion entre nous. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on se parle, il faut que les gens soient en contact entre eux. Puis le problème que je vois qui m'inquiète un peu, puis peut-être les nouvelles générations qui sont de plus en plus anxieuses, mais je pense que c'est des gens qui restent beaucoup seuls chez eux. Tu sais, il y a beaucoup de solitude. Je pense que c'est un des enjeux, là. La solitude, je sais qu'en Angleterre, ils ont créé un ministère de la solitude pour combattre ça parce qu'ils disent que ça crée des taux de mortalité. Mais, tu sais, à plus petite échelle, je pense que ça nous fait tellement du bien de se parler, de rencontrer, de voir nos amis. Tu sais, je trouve qu'on a perdu un peu le muscle social pendant les confinements. Retourner dans une fête, là, t'es comme, oh, OK, tout le monde parle en même temps. Il y a comme, tu sais, c'est vrai qu'au début, ça prend un temps pour s'habituer, mais une fois que c'est fait, tu te rends compte, ah, mon Dieu, ça m'a tellement nourri, ça m'a tellement fait du bien. Donc, tu sais, c'est ça, je pense qu'on a vraiment besoin de ça comme humanité, de ne pas s'isoler chacun de notre côté. Puis je pense que la culture
est justement un super bon liant. Oui, à travers vraiment, vraiment, parce qu'il y a une place pour le partage, pour Mais oui. l'échange, pour... Puis une des prescriptions culturelles, je pense que c'est donner la culture en cadeau, Oui. autant pour y aller que pour y aller avec la personne, que de la recevoir. Ouais. C'est tellement trippant, mais effectivement, je pense que cette image-là, elle est forte. Mm-hmm. Puis de miser sur le commun, sur l'échange, sur « Ah, t'es pas sûr, mais je te sors de ta zone de confort, là. » Exact. Puis, tu sais, le côté... tu sais, ça, je disais, c'est que des fois, ça peut être dur de budgéter, tu sais, des sorties, mais je me dis, on a tous un onglet cadeau. Puis, tu sais, des fois, t'arrives pour la fête de quelqu'un, puis t'es comment, je vais donner une carte cadeau. Puis c'est tellement... Des fois, c'est un peu vide de sens. Mais je me dis, OK, mais... Moi, j'aime beaucoup donner des livres, donner des spectacles. Puis comme tu dis, tu t'inclus aussi dans le forfait. Faire comme, gars, j'ai acheté un billet, on va y aller ensemble. C'est tellement... C'est ça. Parce que pour moi, une sortie culturelle, c'est pas juste le moment du spectacle. C'est le avant, c'est le pendant, puis c'est le après. Tu sais, souvent, avant, on va aller souper quelque part. Après, on va en discuter. Tout ça, ça fait partie de la vie culturelle. C'est pas juste le spectacle en soi. Tu sais, il y a plus. Émilie, je termine tout le temps mon podcast par les 3 petites questions. Oui. Et ça se trouve à être 3 questions, en fait, que je pose à chacune de mes invités. Ça se trouve à être les mêmes, mais je trouve ça intéressant d'aller chercher la nuance et ça vient comme des réponses personnalisées. Donc, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Ben, je pense de plus en plus d'être capable de m'écouter, en fait. C'est vraiment ça. C'est comme d'être connecté à cette petite voix-là, puis de pas la nier, puis de le faire à ma façon. Tu sais, je pense que souvent, on a l'image d'une tête de cochon, c'est comme quelqu'un qui est super affirmé, qui est fort, qui... Puis non, tu sais, moi, je suis capable... Tu sais, je pense que je suis plus introvertie, mais je réussis à l'être à ma façon. Oui. Puis en fait, pour moi, c'est très inconscient. Tu sais, c'est pas... Je me rends pas compte de ça, mais comme tantôt, tu me parlais, puis là, je fais « Ah oui, OK, c'est vrai, dans le fond, tu sais, quand tu additionnes toutes ces choses-là, j'ai fait un peu ma tête de cochon. » Oui, oh oui, certes, moi, je te le confirme. Quand on analyse ton parcours, tu fais... Oui, il y avait peut-être l'insouciance là-dedans, mais instinctivement, tu t'écoutes de plus en... Ben, en fait, tu t'es écouté tout au long, puis là, peut-être que tu en es plus consciente, justement, c'est ça. de cette force-là. Ouais. Quel conseil tu donnerais, justement, aux autres têtes de cochon qui désirent foncer puis s'écouter? Ben, tu sais, mon Dieu, c'est tellement cliché, mais tu sais, se faire confiance, je pense que c'est vraiment... je m'excuse, ça me semble être une évidence, mais... non, mais pas du tout. C'est l'intuition. Tu sais, moi, il y a des choses qui sont arrivées dans les dernières années où, tu sais, comme des bévues, puis l'affaire qui m'a le plus fâchée dans l'affaire, c'est de dire « Ah, mais je l'avais vu venir, ça. J'avais levé le flag, puis j'aurais dû tenir mon bout. » Puis je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça, mais en même temps, je suis pas dans l'amertume, là. Je fais comme « Quelle belle leçon. C'est la prochaine fois, là, que... Tu sais, quand des fois, là, puis en ce moment, tu vois, on est en meeting de création pour la nouvelle quotidienne, puis je me surprends à répéter 5 fois les mêmes idées. Puis là, à chaque fois, je suis tout le temps comme « Hey, je m'excuse, je vais encore le dire. » Puis là, maintenant, je suis rendue... Mais coudonc, si ça fait 5 fois que je le dis, c'est peut-être parce que j'y tiens vraiment. Fait que là, je vais arrêter de m'excuser, puis je vais faire « By the way, voici le segment qui va exister. » Mais c'est pas dans ma nature. J'aime pas ça. J'adore la collaboration. Je trouve pas ça le fun d'être comme dictateur, là, tu sais. Non. Mais en même temps, il y a aussi un moment où il faut passer par-dessus puis faire « Regarde, c'est moi qui vais être au micro, puis c'est mon show, puis c'est ma face, puis c'est ma voix. Donc, si moi, je veux faire les choses comme ça, il faut que... » Oui. Donc, c'est ça, de se faire confiance puis de l'écouter, cette intuition-là. C'est ça, c'est rare que ça nous manque. Non, c'est ça, parce que souvent, comme tu viens de dire, quand on l'a pas écouté, c'est fâchant. C'est la pire affaire. Tu le sais, là. Oui. Mais je le savais, là, mais je te comprends. Je fais rien que des onomatopées, là, c'est pas bien clair à décrire, là, mais en tout cas, je te comprends. Je pense que je suis pas la seule, d'ailleurs. Puis finalement, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Mon Dieu, c'est tellement drôle parce que je pose souvent cette question-là en blague quand il y a un silence, puis là, on relance, je fais « Tu te vois où dans 10 ans? » Parce que pour moi, c'est comme tellement un horizon, c'est si loin. J'ai beaucoup de difficultés à me projeter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, je veux dire, il y a 3 mois, tu m'aurais demandé je suis où, puis la quotidienne, elle n'existait pas. Tu sais, c'est arrivé à la fin du mois de mai, cette affaire-là, on est au mois d'août. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, tu sais, j'espère juste être capable d'avoir, c'est ça, une espèce d'équilibre, d'être heureuse. Tu sais, c'est tellement, encore une fois, dans un gros cliché, là, mais... tu sais, récemment, mon chum m'a écrit « T'es la meilleure ». Puis j'ai répondu «
j'aime mieux être heureuse que la meilleure. Puis après, il a dit, tu peux être les deux. Puis j'étais comme, oui, mais tu sais, je pense que pour vrai, mes ambitions continuent quand même d'être personnelles. C'est comme, on dirait, l'affaire qui me vient de tout ça, c'est faire... Ah, OK, tu sais, en ce moment, mon happy place, c'est vraiment Saint-Élie. J'espère que je vais continuer de garder un endroit où je me sens bien. J'espère que mon fils va être heureux. J'espère que dans ma vie personnelle, je vais être épanouie. On dirait que tout ça, c'est là que ça va. C'est drôle, hein? C'est pas « Ah, je vais avoir animé telle affaire. J'ai une super carrière. J'espère que les choses vont se poursuivre. » Puis en même temps, tu sais, la vie peut pas être juste la croissance tout le temps. Non. Fait que, tu sais, on dirait ça aussi, je suis en phase avec ça, de me dire, bien, il y aura des phases dans ma carrière, puis là, en ce moment, c'est l'abondance, ça ne pourra pas toujours l'être. Écoute, peut-être, là. Mais donc, c'est ça, on dirait que dans 10 ans, ma tête de cochon, j'espère qu'elle va avoir tenu le cap sur tes ambitions sont d'abord et avant tout personnelles. Oui, de pas t'oublier, en fait, là-dedans, dans l'abondance et tout ça, de le vivre, mais de peut-être lire le Miracle Morning et ça va changer ta vie. Rien de moins. Merci tellement, Émilie Perrault, pour ce beau moment-là. Je suis persuadée qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui vont ressortir grandies de cet échange-là. Mon Dieu, mais moi, la première. Mais merci beaucoup à toi pour ta préparation, tes questions. C'est tellement touchant quand tu vois ton livre plein de post-it. Là, encore là, les gens ne voient pas, mais pour moi, c'est mon sujet de conversation préféré. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour tout ça. Je l'apprécie. Merci. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. On se retrouve très bientôt. Salut!